Nous voici donc de retour après une petite pause technique, le temps d'accueillir les participants, les intervenants de cette première table ronde, plutôt une plénière, puisqu'on a demandé, dans le cadre de ce sixième forum, à trois grands témoins, comme on aime à les appeler, de nous parler de cette période si singulière. Alors, premier petit point, déjà, je crois que nous sommes à peu près une soixantaine en ligne, c'est-à-dire que avec les intervenants, nous sommes dans une réunion Zoom et on partage en ce moment en direct les informations et aussi les documents, toutes les images, par l'intermédiaire d'une adresse URL sur laquelle tous ceux qui se sont inscrits peuvent consulter le direct. Au niveau du déroulé, on a pris un petit peu de retard, mais on va tâcher de le rattraper durant cette heure. Alors pourquoi ce sixième forum? Vraiment parce qu'on a besoin de se retrouver, de se réunir, malheureusement pas en présentiel, de revenir effectivement sur cette année si singulière 2020, ce début 2021, comment la médiation scientifique finalement a pu se poursuivre, à quelles urgences sociétales elle est en mesure ou de répondre ou d'accompagner une réponse plus globale. En fait, quelle place la médiation scientifique peut-elle avoir dans cette situation de crise? Mais vous le comprendrez, avec les intervenants qui sont présents sur cette plénière, la médiation, c'est pas seulement sur les aspects scientifiques, on a dans le réseau des acteurs un grand nombre d'acteurs qui sont au-delà des organismes de recherche, des scientifiques, qui sont aussi des lieux, des établissements culturels, donc des personnes aussi dans le domaine associatif, qui vont appartenir au champ de l'éducation et l'environnement, comme celui de l'animation scientifique et technique. Et dans les réseaux culturels, on peut parler des muséums, bien entendu, qui sont nombreux en région, mais aussi de tous ces musées qui, pour l'intégralité d'entre eux, quasiment, sont aujourd'hui à l'arrêt par rapport aux mesures qui se sont enchaînées au cours de l'année. Au mieux, il y a eu alternance entre les périodes de confinement strict, puis un peu d'activité hors les murs. Alors, on a souhaité donc revenir sur cette situation avec David Giron, directeur de recherche à l'IRBI, qui est une unité de recherche, un institut de recherche sur la biologie de l'insecte, de mémoire, unité mixte à la fois du CNRS et de l'Université de Tours. Mais c'est surtout en tant qu'ambassadeur de la Fête de la Science que je l'inviterai dans quelques instants à compléter. Par la suite, on reviendra sur l'intervention d'Anne Jonchéry, qui est chargée d'études au ministère de la Culture, au département des études et le PLES, j'ai encore oublié, mais vous me préciserez dans quelques instants. Une étude donc qui est parue en début décembre, donc très très récente, et une étude qui est très intéressante, nous semble-t-il. Donc on vous a demandé de nous en partager les résultats. C'est sur les pratiques culturelles. Donc le ministère de la Culture conduit des études régulièrement sur cet aspect-là, mais là une focalisation sur ces quelques semaines de confinement très durs qui ont eu lieu en mars 2020. Et enfin, pour terminer cette plénière, c'est à un troisième grand témoin, en l'occurrence Olivia Voisin, directrice des musées d'Orléans, que nous demanderons de partager finalement le ressenti, le vécu, mais aussi le dynamisme dont font preuve les équipes pour maintenir ce contact, cette relation au public. Alors, juste un mot, pendant toute cette réunion, du point de vue technique, les participants ont la possibilité d'échanger par un chat. Donc ce chat, vous l'avez vu apparaître à plusieurs reprises. Quand vous participez, sur le haut de l'écran, du côté droit, vous avez une petite case que vous pouvez cocher et vous pouvez à ce moment-là rentrer. C'est écrit très gros, ce qui fait que vos questions doivent être relativement courtes pour qu'on puisse les recevoir et les partager avec nos grands témoins. Et puis pendant la séquence, eh bien, histoire de titiller un peu aussi vos neurones en tant que participants, on vous demandera de devenir acteur plus que spectateur avec un petit questionnaire sur le biais de Wiclap. 3 questions qui seront partagées avec vous. Alors Wiclap, comme ma collègue Sylvie Maurice vous l'a dit il y a quelques minutes, pour rappel,
On utilise un smartphone ou alors on crée un deuxième onglet. En fait, sur un smartphone, avec un logiciel de QR code, il vous suffit de scanner l'élément et ainsi, vous serez directement sur la page correspondante. Sinon, tout aussi rapide, WooClap, le slash, les quelques lettres qui suivent en capital, vous le copiez-collez dans le navigateur et vous pourrez à ce moment-là répondre. En fait, on va vous questionner plutôt pour un entraînement, parce que WooClap reviendra régulièrement tout au long de ces 3 journées. Donc, parmi les questions, avez-vous personnellement été impacté dans vos actions de médiation vers les publics par cette crise sanitaire? On ne doute pas de la réponse, mais on vous demandera peut-être jusqu'à quel niveau vous avez été impacté à vos yeux. Cette période a-t-elle favorisé des initiatives de médiation différentes? Parce que vous allez voir dans les témoignages, c'est quelque chose qui ressort aussi. Et enfin, avez-vous, durant cette période, développé vos propres pratiques culturelles en ligne? Là, c'est directement inspiré de l'étude du ministère de la Culture, conduite par Anne Jonchéry, que l'on reviendra sur certaines de ces questions. Voilà, j'ai été déjà monstrueusement long. Donc, pour rappel, WooClap va apparaître dans quelques minutes avec l'écran. Et pour le chat, c'est possible en permanence. Donc, merci à tous les 3 d'être là aujourd'hui dans des conditions si singulières. Et pour commencer, David Giron, bonjour. Très, très heureux de vous retrouver puisque nous avons eu le plaisir de collaborer ensemble en 2020 à cette édition si singulière de la Fête de la Science. Vous êtes donc, comme je le disais, directeur de recherche à l'IRBI. Vous travaillez avec tous vos collègues autour des insectes. Vous pourrez peut-être nous en dire 2-3 mots, mais vous êtes surtout un enseignant et un chercheur, quelqu'un de passionné. Et on a été très, très heureux quand vous avez accepté cette charge d'ambassadeur de la Fête de la Science pour la région Centre. Peut-être qu'avec du recul, vous avez le droit de vous dire que c'était pas finalement une année si simple pour accepter cette mission. Mais je vous laisse tout de suite nous préciser un peu plus pourquoi, comment, qu'est-ce qui fait que vous êtes un passionné de la culture scientifique et que vous êtes tant investi à ce sujet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis directeur de recherche au CNRS et je travaille à l'Institut de recherche sur la biologie de l'insecte. Et depuis plus de 20 ans, je participe à la Fête de la Science depuis mes années étudiantes. Et il me semble que c'est un élément extrêmement important de nos activités. C'est même quelque part au cœur de nos préoccupations, puisque dans la recherche, l'idée ensuite, c'est de faire aussi connaître nos découvertes, nos interrogations et puis d'interroger la nature, le fonctionnement de la nature. Donc effectivement, cette année 2020 a été très particulière et lorsque j'ai accepté d'être ambassadeur régional, j'avais pas trop idée de ce dans quoi je m'embarquais, mais toutes les équipes ont été très réactives pour essayer de proposer des innovations et proposer donc d'autres façons d'interagir avec le public. Alors effectivement, la Fête de la Science et toutes les actions de médiation scientifique, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant parce que déjà en tant que scientifique, ça nous oblige aussi de sortir de nos sentiers battus, ça nous permet de présenter nos travaux et notre démarche d'une manière un peu différente et du coup, le questionnement, les interrogations du public nous interrogent sur nos propres recherches et nous emmène parfois sur des voies un peu inexplorées. Et puis, ça fait partie aussi, je pense, de l'essence même d'un scientifique qui très souvent trouve ses actions imbriquées avec des actions de formation et donc de transfert de la connaissance. Et à ce titre-là, les actions de diffusion de la culture scientifique sont extrêmement importantes. Et puis 2020, c'était aussi une année riche parce qu'elle a mis sur le devant de la scène la science comme la possibilité de trouver des solutions à cette crise majeure que nous traversons tous. Mais elle est aussi venue poser devant les yeux du public ce qu'est la démarche scientifique avec les contradictions entre les chercheurs, qui est l'essence même de la recherche, puisque c'est parce que l'on n'est pas d'accord qu'on se questionne et que l'on fait avancer la recherche en posant des hypothèses, en essayant de les contredire, en essayant d'apporter des réponses, mais que parfois c'est perçu comme une source de discrédit par
par le grand public, parce que si les scientifiques ne sont pas d'accord, du coup, où va-t-on, quoi? Et donc, tout l'enjeu de cette année, ça a été aussi de réexpliquer cette démarche scientifique, de réexpliquer ce qu'est le questionnement scientifique et l'interrogation. Et donc, je pense que dans cette période où la science est un peu mise en avant, mais aussi mise à mal, c'est tout l'enjeu des scientifiques de sortir de leur laboratoire et de réexpliquer un petit peu la place de la science dans la société. Euh, Par rapport à cela, dans le village, hein, vous êtes chercheur sur Tours. Vous pouvez peut-être nous dire deux mots de cette expérience si singulière. En fait, la fête de la science sur votre campus, elle était accueillie en 2020 par l'université de Tours, et donc à l'habitude, hein, tous les chercheurs se mobilisent et vous vous retrouvez pour un week-end à recevoir un grand nombre de publics. Et là, cette année, façon très très singulière. Bien évidemment, il était impossible de faire de telles portes ouvertes. Et vous avez été non seulement ambassadeur, mais aussi participant avec votre laboratoire à des initiatives nouvelles. Donc, pouvez-vous en dire deux mots, un petit retour d'expérience? Oui, alors du coup, alors c'est vrai que là, du coup, finalement, l'année 2020 nous a donné des injonctions à innover quelque part et de manière en plus rapide et, euh, et nouvelle. Et donc, l'intérêt, c'était que très souvent, en fait, on se questionne sur notre façon de communiquer au grand public, sur notre façon de transmettre l'information, de présenter nos résultats, etc. Et en même temps, on est pris dans le flot des activités récurrentes et on est souvent pris par le temps et ça fait pas forcément partie des priorités. Et donc là, on a été obligé finalement d'accélérer un petit peu toutes ces réflexions qu'on a eues depuis des années en se disant, ah, tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, on pourrait changer un petit peu, etc. Et là, du coup, on est donc passé en tout distanciel. Un des intérêts, ça a été aussi, alors bien sûr, il n'y a pas la rencontre avec le public qui est un élément fort de ces actions où on a vraiment un échange direct, un lien privilégié avec les publics petits et grands. Mais en même temps, ça nous a permis aussi de montrer des choses que l'on ne montre pas habituellement. Par exemple, il y a eu des systèmes de visite de laboratoire virtuels. Et donc, ça permet de montrer des installations, des équipements, des infrastructures que l'on ne peut pas déplacer sur un stand et puis des locaux dans lesquels on ne peut pas forcément accueillir du public en grand nombre. Donc ça permis aussi de montrer une autre facette de la science. Il y a eu aussi l'idée de faire des expériences sur plateau, et donc un peu comme on peut voir dans certaines émissions de télé. Et donc ça, c'est des outils qui sont aussi intéressants parce que du coup, on peut mettre en situation. Alors souvent, à la Fête de la Science, on fait des petits ateliers un peu participatifs, mais là, on a pu proposer des choses un peu plus élaborées. Alors avec le recul, en fait, on se dit que peut-être on aurait dû les enregistrer et les diffuser comme si elles étaient en direct plutôt que de les faire réellement dans les conditions du direct. Mais bon, voilà, ça nous permet aussi d'apprendre de cette édition et d'imaginer d'autres formats pour l'année d'après. Après, il y a eu des escape games, il y a eu voilà, plein d'outils un petit peu comme ça, innovants pour proposer aussi des choses nouvelles au public. Merci beaucoup de cette précision. Effectivement, ça a été une sacrée aventure et un grand coup de chapeau à toutes les équipes mobilisées à l'Université de Tours pour ce village numérique d'une durée record en région centre. Je crois qu'on n'avait jamais eu l'occasion d'expérimenter ainsi. C'était une expérience très riche. Alors, dans le cadre du programme, vous pourrez soit en direct, soit le revoir après coup, mais on a un rendez-vous mardi, on est aujourd'hui mardi, mercredi, donc en début d'après-midi, autour du direct, du live et toutes ces questions. Aujourd'hui, on va quand même beaucoup parler, notamment cet après-midi, de formation. Et en tant qu'enseignant-chercheur, avec donc un public d'étudiants, lycéens, en deux mots, comment vous pensez, est-ce que vous trouvez que les étudiants aujourd'hui sont sensibles à cette question de la médiation et prêts eux-mêmes à se mobiliser, à devenir acteurs auprès d'autres étudiants? Alors, on va parler directement de ceux que vous pouvez avoir. Oui, je pense qu'en fait, il y a une sensibilité majeure des nouvelles générations sur ces questionnements-là. Et surtout, il y a une volonté
de s'impliquer et de faire cette interface entre la science et la société. On le voit hein, par les mobilisations aux quatre coins de la planète sur les grandes questions environnementales. Ce sont vraiment les jeunes qui sont aux manettes. La difficulté, c'est toujours pareil, c'est que dans les heures d'enseignement, on a un certain nombre de contenus à transmettre et on ne peut pas tout faire. Et la diffusion de la culture scientifique, c'est des compétences à part entière. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il faudrait travailler, je pense, sur cette interface pour au moins éveiller les curiosités autour de ces questions-là, les sensibiliser et peut-être leur fournir aussi un certain nombre d'outils pour démarrer. Parce que très souvent, en fait, ça part plutôt de sensibilité personnelle, des gens qui sont intéressés par ces questionnements-là et qui s'impliquent volontairement et qui découvrent au fur et à mesure et qui se forment un peu au fur et à mesure. Mais on pourrait imaginer très bien des choses un peu transversales, des modules un peu transversaux qui pourraient être dispensés à l'ensemble des étudiants, quelle que soit leur discipline, dans ces questions de diffusion de la culture scientifique. Merci beaucoup, David. On reviendra peut-être après les deux autres interventions sur des questions transversales. Alors, Anne Jonchéry, vous êtes donc chargée d'études au ministère de la Culture sur le département des études. Je vous laisserai nous préciser, mais est-ce que par rapport à cette étude qui est très dense et extrêmement intéressante. On a été averti par différents canaux. Hein. Au niveau national, elle a, au sein de l'AMSI, par exemple, été repérée, identifiée, partagée, mais c'est aussi sur les ondes avec les médias qui, notamment, je crois, c'est France Culture, a fait un focus aussi en vous invitant, ainsi que votre collègue, co-auteur de cette étude. Pouvez-vous d'abord nous en présenter en quelques mots à la fois les résultats, mais aussi les modalités d'enquête, donc puisque c'est sur les pratiques culturelles des Français que vous avez questionné pour voir dans cette période du confinement si singulière ce qu'elles ont été et aussi comment on peut les comparer avec les pratiques culturelles qui sont suivies déjà depuis plusieurs années. Voilà. Je vous laisse peut-être préciser déjà en premier temps le nom le département des études auquel vous appartenez au ministère de la Culture. Voilà. Déjà, je voulais vous remercier de votre invitation à participer ce matin à cette rencontre. Alors, pour effectivement préciser un peu les modalités d'enquête et ce qu'on cherchait à voir également, en fait, il s'agit d'une enquête qu'on a réalisée avec le CREDOC à la fin du premier confinement, donc entre fin avril et début mai. En fait, on a profité d'une enquête que réalise le CREDOC assez régulièrement, enfin plusieurs fois par an, qui s'appelle « Conditions de vie et aspirations ». Et donc, on a ajouté un module d'une douzaine de questions dans le cadre de cette enquête qui se déroulait auprès de 3000 personnes âgées de 15 ans et plus, représentatives de la population française. Et nos objectifs étaient effectivement de mettre en perspective ces résultats avec les pratiques culturelles des Français en période, entre guillemets, normale, hors pandémie et hors confinement, puisque effectivement dans mon département, on travaille sur les pratiques culturelles depuis de nombreuses années et depuis 1973, on a une enquête qui s'appelle « Pratiques culturelles des Français » qui s'appelle maintenant « Pratiques culturelles en France », qui se déroule tous les 8 à 10 ans. Et la dernière édition datait de 2018. Donc, on avait des résultats récents qui nous permettaient du coup d'être mis en perspective. Bon, je reviendrai sur quelques précautions dans l'interprétation des résultats par rapport au protocole, mais je reviendrai au fur et à mesure. Le principal enseignement en fait de cette enquête, même si après effectivement il y a différentes dimensions qu'on va pouvoir développer, c'est que alors qu'on a tout un accès à la culture qui s'est trouvé entravé pendant cette période-là, toute la culture de sortie, hein, vous en êtes les premiers concernés, mais également l'accès à un certain nombre de biens culturels aussi qui a été rendu plus difficile avec la fermeture des librairies, des disquaires. Ben, malgré tout, les Français, pendant le confinement, ont développé leur consommation, alors à la fois de contenus culturels sur écran et leurs pratiques culturelles, artistiques et culturelles en amateur. En fait, cette contraction finalement de l'espace-temps au domicile a créé à la fois alors, un nouveau rapport au temps, et notamment au temps de loisirs. Alors, on va voir que c'est différent suivant les conditions de travail, hein, suivant qu'on ait subi une interruption de travail ou au contraire qu'on ait eu un télétravail très dense qui ait un peu envahi l'espace domestique.
Néanmoins, au sein de ce temps-là, effectivement, ces pratiques culturelles ont été investies, et particulièrement par des populations qui pouvaient en être un peu plus en retrait, notamment les 60 ans et plus, et des catégories plus populaires, les ouvriers, employés, les personnes les moins diplômées. Donc, et on va voir notamment par rapport à l'usage d'Internet, les usages culturels en ligne qui se sont particulièrement développés pour ces populations. Donc, au total, effectivement, on a une population qui apparaît moins clivée, une structure des publics plutôt qui apparaît moins clivée d'un point de vue social et générationnel que hors période de confinement. Donc, ça paraît un peu paradoxal, mais surtout dans cette période où on a vu que les inégalités se creusaient dans un grand nombre de domaines, effectivement, là, on a vu des comportements qui pouvaient être un peu plus similaires entre les différentes catégories de population. Et notamment, ces pratiques culturelles, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce qui est étudié à l'habitude, ce qui a été suivi là en particulier? J'ai souvenir juste d'un élément dans l'article partagé par les médias. Il semble qu'on ait été plus nombreux à avoir des pratiques amateurs d'observation de la nuit étoilée, alors qu'on était confinés chez nous. On avait peut-être une aspiration à voir le ciel. Et peut-être nous préciser effectivement ces activités scientifiques et techniques. Qu'est-ce que le ministère, qu'est-ce que le département des études et des statistiques a regardé précisément comme type de pratique? Alors, on a effectivement travaillé sur les pratiques artistiques et culturelles en amateur, c'est-à-dire toutes ces activités qu'on peut faire pendant ses loisirs, non pas à titre professionnel, donc le fait de faire de la musique ou du chant, faire de la danse, pratiquer les arts graphiques, donc le dessin, la peinture, la photographie, les pratiques d'écriture aussi, ou encore les activités scientifiques et culturelles. Donc, si on regarde au global, en fait, si on regarde sur chacune de ces pratiques, on a une augmentation de 5 à 6 points, voire même pour les activités scientifiques et culturelles de 10 points par rapport à l'enquête de 2018. Néanmoins, si on regarde le volume d'individus qui déclarent avoir réalisé au moins une de ces pratiques en amateur, en fait, on a sensiblement la même proportion qu'en 2018. On est à 44% de la population versus 43% en 2018. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une intensification des pratiques. C'est-à-dire que ceux qui en ont fait plus qu'en 2018, c'est-à-dire que la moyenne est de 2,5 activités par pratiquant versus 1,8 en 2018. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas le même profil de pratiquants. Et que, alors d'une part, on voit qu'on a une forte implication des jeunes, des 15-24 ans, qui ont toujours été les plus impliqués dans ces pratiques. Dans toutes nos enquêtes, ils apparaissent toujours les plus impliqués. Néanmoins, on avait identifié une baisse de leurs pratiques en 2018. Là, il y a un réinvestissement, puisque c'est 71% des 15-24 ans qui pratiquent au moins une de ces activités. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'on a un public plus populaire, c'est-à-dire notamment les ouvriers, les personnes moins diplômées qui ont développé ces pratiques, alors que les cadres, à l'inverse, on constate une baisse de leurs pratiques. Ce qui montre qu'effectivement, après, quand on croise avec leurs conditions de travail, on voit que le fait d'être en interruption de travail, notamment ce qui concerne beaucoup plus les ouvriers que les autres catégories de population, ça permet d'avoir plus de temps pour réaliser ce type d'activité, alors que les cadres en télétravail, par exemple, accusent une baisse beaucoup plus importante, le fait qu'effectivement le télétravail ait pu être envahissant et du coup peut-être grignoter aussi sur le temps de loisir. Ce qui fait qu'on a effectivement une réduction des inégalités, des clivages sociaux à ce niveau-là. Alors, sur les activités scientifiques et techniques plus particulièrement, en fait, la catégorie, elle est assez large. C'est-à-dire qu'on a repris des questions qui étaient dans le questionnaire pratique culturelle en France de 2018. Et donc, on demande aux enquêtés s'ils ont pratiqué une activité scientifique ou technique, entre parenthèses, comme observer les étoiles, faire des recherches historiques, etc. Donc, effectivement, ça englobe beaucoup de choses. Là, on a une augmentation de 10 points. On passe de 7% de la population à 17% de la population. Augmentation qui touche toutes les catégories sociodémographiques, mais qui est particulièrement marquée chez les jeunes, donc les 15-24 ans, chez les 25-39 ans également. Et ça, on le croise aussi avec le fait que les familles, donc à la fois les familles monoparentales, les couples avec enfants, ont particulièrement augmenté leur pratique aussi pendant cette période-là. Donc,
on peut faire l'hypothèse qu'effectivement, c'est aussi un support de sociabilité familiale, le fait de faire quelque chose ensemble. On maintient aussi le lien social, et puis que ça peut être aussi encouragé par les prescriptions scolaires, par la recommandation d'enseignants pendant cette période-là. Après, sur ces activités scientifiques et techniques, là aussi, on a une réduction des écarts entre les groupes sociaux, c'est-à-dire qu'en 2018, les cadres étaient 3,3 fois plus nombreux que les ouvriers à en pratiquer. En 2020, l'écart, il est plus que d'1,5. Donc effectivement, et on voit que notamment les familles populaires ont plus développé ce type de pratique. Après, c'est des activités qui restent plus masculines que féminines, c'est-à-dire que c'est 21% d'hommes versus 14% de femmes qui déclarent en avoir, même si l'écart se réduit un peu pendant le confinement, puisque là aussi on passe les hommes étaient 2 fois plus nombreux que les femmes, là ils sont 1,5 fois plus nombreux que les femmes. D'accord. Il y a un aspect un peu contre-intuitif dans les résultats de cette étude, quand vous évoquez le fait que pour une fois, les écrans, cette consultation a été peut-être un facteur de regroupement, d'échange entre les parents, les enfants, mais c'est vrai que cette injonction notamment durant la période de confinement, parce que pour rappel, l'étude est quand même centrée sur une période de quelques semaines, qu'il y a une injonction pour que les parents prennent le relais de l'enseignant, fassent classe à distance, aident les enseignants à faire classe à distance. Sur les consommations de contenu culturel sur écran, ces petits faux amis qui nous distraient de temps en temps, vous avez regardé un peu tout le panel, à la fois, effectivement, on le comprend bien, sur des consultations de séries, une consommation culturelle à ce niveau-là, mais au niveau des tendances, si on revient un peu plus sur les ressources culturelles numériques, ce qui a pu être proposé, parce que là, ça va intéresser directement les acteurs, ce qui a pu être proposé par les musées sous forme d'ouverture virtuelle, de visite immersive, par exemple, comme l'indiquait David Giron pendant la Fête de la Science, qui a été proposé aussi sous forme culturelle par des petites vidéos, des documentaires, des rendez-vous impromptus avec des chercheurs ou une équipe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ce type d'initiative, vous, ce que vous avez observé au niveau national, et quelque chose qui a été très partagé en région? Alors, notre enquête, elle portait effectivement sur les pratiques des individus, elle ne porte pas sur l'offre en tant que telle. Après, bien sûr, de façon empirique et plus qualitative, on a constaté une mobilisation des acteurs du champ culturel pour proposer en ligne de nouvelles médiations. On a pu le voir à l'échelle le ministère se préoccupe bien sûr de les différents équipements, mais on a pu le voir à l'échelle des musées nationaux, des musées de France par exemple, que ce soit avec différentes situations qu'on a observées, mais il ne s'agit là pas de résultats d'études en tant que telles, mais d'observations, à la fois l'utilisation de contenus qui étaient déjà préparés mais qui n'étaient pas encore en ligne, des nouveaux contenus, des médiations adaptées. On a pu voir par exemple des ateliers qui étaient proposés en présentiel habituellement, qui étaient transformés en forme de tutoriel pour les visiteurs. On a pu voir aussi beaucoup de jeux concours, une sorte de défis pour maintenir le lien aussi avec les publics. Et puis bon, ce site, effectivement, Culture chez nous, qui essayait d'agréger un certain nombre d'offres. Après, effectivement, la question, c'était qui étaient ces publics? C'est-à-dire que les établissements qui comptabilisent le nombre de visites en ligne ont vu une très forte augmentation de leur fréquentation en ligne. Après, effectivement, qui sont ces publics? Est-ce que ce sont ceux qui viennent habituellement? Est-ce que ce sont qui viennent habituellement en ligne? Est-ce que ce sont ceux qui venaient physiquement? Est-ce qu'on a un élargissement des publics? Et là, du coup, il y a certaines questions auxquelles on peut répondre, mais pas à toutes, puisqu'on n'avait pas l'information sur leurs pratiques physiques en amont du confinement. Néanmoins, donc on leur a reposé la question qu'on avait posée en 2018, donc qui était avez-vous pratiqué les activités suivantes sur Internet? Donc en l'occurrence depuis la mi-mars, faire une visite virtuelle d'une exposition à musée, regarder un concert, regarder un spectacle de théâtre, regarder un spectacle de danse, regarder des contenus scientifiques et techniques. Quand on regarde au global au moins une de ces activités, en fait on constate une petite baisse, c'est-à-dire qu'on passe de 46% de la population en 2018 versus 38% pendant le confinement. Mais là, où il faut faire attention, c'est que
on a un changement de référentiel temporel, c'est-à-dire qu'en 2018, on interroge les individus sur leurs activités ces 12 derniers mois. Là, on est sur une période de 5 à 7 semaines, suivant le moment où ils ont été interrogés. Or, il ne s'agit pas forcément d'activités qu'on répète quotidiennement. Peut-être qu'on l'a fait 2 fois dans l'année et que là, on ne l'a pas fait pendant cette période-là. Donc, c'est pour ça que cette baisse, elle est vraiment à nuancer. On constate en fait néanmoins un plus fort recul pour les populations plus jeunes, les moins de 40 ans, les diplômés du supérieur, les cadres et les professions intermédiaires, tandis qu'on a une baisse moindre au sein des catégories populaires. Et surtout, le résultat qui nous a à la fois le plus surpris et intéressé, c'est la mobilisation des seniors, des 60 ans et plus, qui eux augmentent leur pratique pendant cette période-là de consultation de ressources, puisqu'on a une augmentation de 12 points, ils sont 41% à consulter ce type de contenu. C'est intéressant parce que vous voyez, en 2018, les 15-24 ans étaient 2 fois plus nombreux que les 60 ans et plus à avoir ce type de consultation. Là, il n'y a plus d'écart du tout. On a le même pourcentage. On a aussi, du coup, un écart qui s'est un peu résorbé entre les cadres et les catégories populaires, ce qui nous montre que finalement, des populations un peu moins technophiles, les seniors et les classes populaires, pendant le confinement, ont découvert des nouveaux usages culturels d'Internet. Et ce qui d'ailleurs fait écho au visionnage de vidéos en ligne. Alors là, on n'a pas la thématique, hein, mais on a fait une question sur le visionnage de vidéos en ligne qui a très fortement progressé pour ces populations-là, qui en étaient les plus en retrait. Ce qui là aussi est lié à leur usage des réseaux sociaux, où là, on voit une généralisation de l'usage des réseaux sociaux et une augmentation très importante pour ces populations qui les utilisaient peu. Là aussi, on peut penser que ça a permis aussi de maintenir le lien social avec ses proches qui n'étaient pas là physiquement. Et puis également, ça a permis aussi, quand on parlait tout à l'heure des pratiques en amateur, de relayer un certain nombre, de diffuser un certain nombre de contenus, voire de relayer certaines pratiques. Donc, voilà. Après, sur les contenus culturels en ligne, on peut faire un petit focus aussi sur les visites virtuelles de musées et d'expositions, qui était une pratique relativement minoritaire, parce qu'en 2018, c'est 9% de la population qui déclare faire une visite virtuelle. Là, c'est 12% de la population, on a une petite augmentation, mais surtout, ce qu'on voit, c'est que la hausse, elle est plus importante, là aussi, pour les seniors, pour les non-diplômés, les peu diplômés, les ouvriers, les employés, que les personnes confinées seules ont été aussi les plus nombreuses à le consulter, et puis que les Parisiens étaient particulièrement mobilisés. Alors, c'était déjà les plus mobilisés en 2018, hein, mais ils étaient 16% à avoir ce type de pratique. Là, ils sont 24%. Et effectivement, on sait que les Parisiens, par l'offre aussi culturelle, sont les plus amateurs de ce type de fréquentation des musées. Alors, je pense que Olivia Voisin, directrice des musées d'Orléans, aura l'occasion de revenir sur cet aspect-là dans quelques minutes. Peut-être pour en terminer sur l'étude, 2 aspects. Mes collègues me faisaient signe. Vous avez le petit questionnaire Outlap, hein, pour les participants qui est en cours. Donc, on s'est amusé dans la 2e question à illustrer certaines des questions que vous avez posées avec le CREDOC aux Français sur leur pratique culturelle. Donc, vous y retrouverez les différents champs. On ne doute pas effectivement que sur toute l'année 2020, vous serez assez nombreux à répondre que vous avez consulté des séries, des vidéos en ligne. Ça ne fera que entrer en résonance avec ce qui est parfois partagé sur les médias. Mais dites-nous aussi si vous avez une consommation culturelle. Il y a des questions plus précises sur le spectacle, la visite virtuelle d'exposition ou même le fait d'être vous-même acteur, par exemple, au cours de montage vidéo, de pratique de la photographie. Ça, on est vraiment dans la catégorie des pratiques amateurs. C'était juste une petite façon d'éclairer ce que l'on entend dans les pratiques culturelles, dans les contenus scientifiques et techniques. Pour revenir sur l'étude, Anne Jonchéry, j'aimerais bien que vous nous parliez peut-être, pour finir, d'un petit focus sur les jeunes publics. Vous avez parlé de ces jeunes publics qui sont majoritaires sur les consommations de contenu en ligne. Or, le jeune public, là, vous parlez de la tranche 15 et au-dessus. C'est un public que beaucoup d'acteurs essaient de toucher, de mobiliser, parce que ces futurs citoyens, il y a un enjeu à ce qu'ils puissent vraiment s'approprier, comme le disait David Giron, les questions de société. C'est eux les acteurs, les citoyens de demain. Et donc,
il vaut mieux, plutôt qu'une défiance vers les sujets scientifiques, qu'on soit sur des débats, sur un intérêt et un partage. Au niveau des contenus, de la consommation culturelle, que peut-on dire de ces publics? Alors, c'est vrai que l'enquête porte sur la population âgée de 15 ans et plus. Donc, on n'a pas les pratiques des plus jeunes. Néanmoins, on a posé, alors, j'aurais 2 éléments de réponse. On a posé une question sur la consultation des contenus conçus par les équipements culturels, musées, on détaillait, hein, musées, cinéma, théâtre, etc. Leur consultation des contenus conçus pour les enfants. Là, c'était pas une question qu'on posait en 2018, c'est une question inédite dans le cadre du confinement. Et là, on a 14% de la population qui nous répond qu'ils ont consulté ce type de contenu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en général, on a des clivages sociaux importants pour le coup dans ce type de pratique. Là, on a 14% chez les cadres, 14% chez les ouvriers, ce qui est assez remarquable d'avoir cette même proportion. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un public jeune qui était intéressé par ces contenus, les 15-24 ans, les 25-39 ans. On peut penser que c'est soit pour eux-mêmes, soit pour leurs enfants en tant que parents. Et ça se vérifie quand on regarde les taux de pratique des familles, qu'elles soient monoparentales ou des couples avec enfants. Là aussi, hein, ça rejoint peut-être aussi cette injonction pédagogique qui a pu être ressentie pendant cette période-là. Un dernier élément, c'est peut-être la sociabilité des pratiques, puisqu'on interrogeait aussi les individus sur leurs pratiques collectives. Et on savait effectivement dans quelle configuration ils étaient confinés, notamment s'ils étaient confinés en famille. Et on a pu voir effectivement combien le fait d'être confiné en famille, le fait en tant qu'adulte de devoir s'occuper d'enfants au moins 4 heures par jour, augmentait le nombre de pratiques, que ce soit le nombre de pratiques en amateur ou le nombre de consommations culturelles sur écran, notamment pour des pratiques collectives, menées collectivement. Alors, c'est une enquête quantitative, donc on n'a pas concrètement les usages, on n'a pas non plus le ressenti ou le sens donné à ces pratiques, parce que ça peut aussi être des pratiques ressenties de manière contrainte pour les adultes, qui en tant que parents ont dû faire un certain nombre de choses qui les ont peut-être pas satisfaites totalement à titre personnel. Néanmoins, cette sociabilité, là on voit combien ça a été un vecteur important. Et donc, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on suive et qu'on regarde attentivement, peut-être plus aussi avec des enquêtes qualitatives, parce que je pense à des enquêtes qui ont été menées sur les usages d'Internet au sein des familles populaires, par exemple, ou même des enquêtes qui portent sur la culture participative sur Internet et qui montrent combien la culture participative sur Internet, c'est une culture de diplômés, combien l'usage d'Internet au sein des familles populaires est très particulier et très différent. C'est pas parce que en fait on est équipé et on a un accès à Internet, quelquefois d'ailleurs sans contrainte, que du coup on a les mêmes usages au sein des familles des différentes classes sociales. Voilà. En un mot, parce qu'on a repris quelques minutes de retard, j'aimerais bien qu'on en vienne à l'intervention d'Olivia Voisin. Si vous deviez finalement non pas nous donner un pronostic, mais est-ce que vous pensez que cette période du confinement a profondément changé notre rapport à la culture? On n'en est pas encore sorti, concrètement. Nombre de musées sont aujourd'hui fermés. D'acteurs se posent la question du devenir de leurs actions. Mais est-ce que Internet, les pratiques culturelles en ligne, est-ce que ça a déjà modifié de votre point de vue notre rapport à la culture? Alors effectivement, c'est très difficile de faire de la prospective. Ça a été quand même un contexte extrêmement particulier, effectivement, de resserrement de l'espace-temps dans un seul lieu, où Internet est devenu le vecteur pour accéder à l'extérieur d'une certaine manière. Après, ce qu'on peut penser, c'est que, je pense par exemple pour l'augmentation des usages culturels d'Internet par les seniors, c'est que là on a affaire à une population qui peut être touchée par des problèmes de mobilité dans les années à venir, et donc peut-être que cette expérience-là aura un effet important sur leur pratique, et que de manière générale, pendant cette période-là, il y a eu effectivement des nouvelles pratiques pour un certain nombre d'individus. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'elles vont être poursuivies dans l'immédiat, mais au moins il y aura eu une mise en contact. Et parce que le fait pour développer une pratique culturelle, une habitude culturelle, certes il y a la question du goût, mais il y a aussi
tout un contexte qui est le contexte de sociabilité, le contexte professionnel, géographique, la concurrence aussi d'autres activités, hein, d'autres pratiques, le sport, les sorties, qui rentrent en jeu. Donc, sur une transformation profonde, en tout cas, on va peut-être pas le voir dans l'immédiat, mais en tout cas, il s'est passé quelque chose pendant cette période-là, une mise en contact, et dont on essaiera de suivre, et peut-être de manière plus qualitative aussi, ces pratiques. Anne-Jean Chéry, vraiment un très très grand merci à vous de cet éclairage, d'avoir pu partager avec nous et avec tous les acteurs en région Centre ces quelques éléments. Alors au-delà de la région Centre, hein, puisque à ces journées, quelques collègues du côté des Pays de Loire ou du côté de Grenoble sont inscrits, et aussi sur Paris. J'aimerais juste revenir sur le titre, hein, Pratique culturelle des Français en période de confinement, je crois. Et donc, Anne-Jean Chéry, vous êtes l'un des auteurs. Et si vous pouvez nous rappeler le nom du co-auteur? Voilà, Philippe Lombardo. Philippe Lombardo. Bien, à très bientôt, puisque nous avons compris que ces études étaient récurrentes et que peut-être qu'en 2021, 2022, avec le CREDOC, on pourra avoir un suivi des pratiques culturelles des Français qui nous renseignera aussi. On l'espère pas sur les pratiques en temps de confinement, vivement qu'on en sorte. Alors, Olivia Voisin, vous êtes donc directrice des musées d'Orléans. On a eu l'occasion d'échanger ensemble, hein. Les musées d'Orléans, c'est quand même un bon nombre d'établissements sur l'agglomération, parmi lesquels il y a le futur MOB, le Muséum d'histoire naturelle, en fait, qui s'appelle MOB désormais, Musée d'Orléans sur la biodiversité. La biodiversité et l'environnement. Et l'environnement, dont l'ouverture est retardée. On a hâte de pouvoir y être accueillis, de le retrouver, mais il y a aussi le musée des Beaux-Arts, et toutes les équipes se sont fortement mobilisées, même si ces musées ont connu des périodes de fermeture. Vous êtes loin d'avoir été inactifs pendant cette période, notamment avec un grand nombre de propositions. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur cette période, comment vous avez maintenu les missions d'accueil du public, d'échange, de valorisation des collections? Alors, le premier confinement a été extrêmement mal vécu par les équipes, alors par les publics évidemment, mais par les équipes également, puisque nous n'avons pu maintenir que deux, donc en mars-avril, mais que deux des grandes missions d'un musée, c'est-à-dire l'étude, qui pouvait continuer à distance, et la conservation, avec des rotations de conservateurs, un conservateur à chaque fois et pas deux, pour veiller au bon fonctionnement du musée, à la bonne conservation des œuvres. Donc dès que le deuxième confinement est apparu, le fait qu'on puisse continuer de travailler dans le bâtiment, dans les bâtiments, a tout de suite mis en place, a déclenché une envie viscérale de pouvoir maintenir les autres missions. Alors évidemment, la restauration, les acquisitions, on continuait la conservation et l'étude, mais il y avait ce besoin crucial de pouvoir maintenir le lien avec les publics. Et immédiatement, nous avons mis en place quotidiennement des rendez-vous en ligne sur le Facebook du musée et retransmis après sur la chaîne YouTube des musées d'Orléans, afin que tous les jours à 17h, les publics puissent entrer dans le musée. Alors pour découvrir des œuvres, découvrir des métiers, le vendredi, nous avions une visite guidée de l'exposition confinée ou des salles, et de façon à ce que tout ce que nous proposons en temps normal en présentiel puisse être accessible. Et on a vu une flambée du nombre de visites, certes, mais surtout de followers. Nous avons eu en quelques semaines, en 2-3 semaines, 400 nouveaux followers, donc des personnes qui n'étaient jamais venues auparavant et qui accompagnaient pour certains leur suivi de petits mots de soutien en nous disant qu'ils découvraient le musée par le biais de ces initiatives et qu'ils viendraient nous voir à la rouverture. Donc ça, c'était évidemment le but absolu de ce que nous mettions en place, qui était évidemment très chronophage, puisque cela mobilisait tous les jours au moins 2 personnes sur ce rendez-vous de 17h, en plus des posts Facebook
Donc là, je parle plus spécifiquement pour le Musée des Beaux-Arts et pour l'Hôtel Cabu, des posts Facebook. Tous les matins, 9 h, nous avons un rendez-vous du lundi au vendredi pour découvrir les coulisses du musée et des actions du musée. Et donc là, tout était doublé à 17 h par ces rendez-vous live, avec le hashtag MBA Live qui venait s'ajouter à Culture chez vous. Et là, nous avons pu observer une diversité plus grande des visiteurs qui, en même temps, avaient la sensation, et ça c'était un point très important pour nous, que nous parlions simplement d'art. Qu'il n'y avait aucune barrière finalement à la découverte d'un musée. Alors, ce qui est aussi un credo dans ce que nous mettons en place en temps normal dans le musée, avec notamment des rendez-vous qui s'appellent Dans l'intimité d'une œuvre, où on rentre dans la petite histoire d'une œuvre pendant 1 heure. Donc là ces rendez-vous étaient plus concis, 5 minutes, 10 minutes, de façon à pouvoir vraiment présenter les œuvres. Mais le fait que nous passions par un mode virtuel, évidemment, dégrade la relation à l'œuvre d'art, ça c'est évident, mais en même temps facilite l'accès au contenu à la mesure où nous n'avons plus de jauge. Alors en temps normal, ces rendez-vous peuvent accueillir jusqu'à 30 personnes. En mode dégradé, à la rouverture des musées, nous étions passés à 6 personnes. Là, tout d'un coup, nous pouvons faire des visites guidées, des rendez-vous dans les salles avec une audience illimitée. Donc, ça a été aussi un des points mis en avant. Venez visiter le musée, en tout cas, venez acquérir des connaissances sur les œuvres, venez découvrir simplement les collections et tout ce qui va avec dans votre canapé et sans avoir à vous inscrire, sans avoir à subir une jauge. Et c'est par ce biais-là que nous avons touché de nouveaux publics. Alors, de nouveaux publics et puis des publics aussi beaucoup plus captifs, mais qui sont allés plus loin dans leur approche des contenus, qui peut-être d'habitude sont des publics d'ailleurs qui ne vivent pas forcément à Orléans, qui suivent beaucoup notre Facebook, mais qui ne sont pas forcément les publics qui viennent nous voir par la suite et qui découvraient les collections qu'ils ne connaissaient pas nécessairement. Donc ça a été une belle aventure que nous prolongerons par la suite, qui pour l'instant est un peu en suspens. Nous n'avons plus qu'un rendez-vous par semaine depuis le mois de janvier. On sent un essoufflement aussi. Il y a eu une appétence énorme au mois d'octobre, fin octobre et novembre pour ce type de contenu qui s'est essoufflé avec les fêtes de Noël et qui reprend plus difficilement. Je pense que là, nous sommes passés à une deuxième étape qui est une envie viscérale des publics de retrouver les musées en vrai, donc ils ne veulent plus le virtuel. Et juste par rapport à ça, je crois que vous aviez des programmations d'exposition temporaire. Donc là, c'est tout un travail très conséquent en amont pour préparer. Parfois, les expos temporaires ont été finalement ont vu une possibilité mi-septembre, début octobre pour ouvrir leurs portes au public et très rapidement à nouveau un coup d'arrêt. C'est quelque chose aussi qu'ont vécu les équipes au sein des musées d'Orléans. Alors, c'est un coup dur que nous avons vécu de plein fouet, puisque cette année se tenait l'exposition Jean-Marie Delaperche, un artiste face au tourment de l'histoire. Eh bien, il l'a été jusqu'au bout face au tourment de l'histoire. C'était le fruit de plus de 3 ans de travail et le type de belle aventure qu'on vit, je crois qu'une fois dans une carrière, avec la découverte d'un artiste. Ça arrive régulièrement qu'on découvre des artistes inconnus, mais d'un artiste essentiel pour cette période qui est la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Vraiment un artiste qui change la face de l'histoire de l'art, qui était parti en Russie, qui est un artiste très tourmenté, qui va découvrir bien avant tous les autres l'art anglais et va revenir avec un monde fantasmagorique qu'il a laissé méconnu, puisqu'il a surtout souhaité ne pas travailler sur la scène officielle. Il a une peur viscérale de la politique. Il a vu tous les amis de sa mère décapités. Il a été aux premières loges puisqu'il donnait sur la place de la Guillotine. Donc, il a été vraiment traumatisé. Son père avait été enfermé, torturé. Donc, il ne veut pas travailler pour l'État. Il veut travailler loin du bruit de la foule. Et donc, il est resté dans l'ombre. Donc, c'était une vraie découverte, un beau projet porté par toute l'équipe. Et malheureusement, 3 semaines après l'ouverture, les musées ont fermé. Et donc, nous n'avons pas pu bénéficier de tout l'élan. On a eu un élan médiatique très important, une presse très importante au début de l'exposition. Et au moment où on allait pouvoir avoir le public qui suivait, eh bien, les musées ont fermé. Et il a été très difficile pendant l'été de refédérer le public, qui est revenu au mois de septembre, enfin, ou plutôt au mois d'octobre. Et nous avions pu obtenir des prêteurs
de prolonger l'exposition jusqu'à fin décembre pour avoir 2 mois vraiment de vie de l'exposition, puisque évidemment nous accueillons aussi les visiteurs avec des jauges très, très drastiques. Et malheureusement, les musées ont fermé au moment où l'exposition allait connaître sa prolongation et sa fin. Et en fait, c'est un processus important. Une exposition a un lancement, une vie et une fin. Et là, l'exposition a été confinée pendant un peu plus de 3 mois. Nous avons fini par la fermer puisque nous ne pouvons pas la maintenir ouverte plus longtemps. Donc, elle aura eu une ouverture de quasiment 1 an pour finalement voir très peu de public, avoir peu de temps d'ouverture, avoir été en grande partie fermée. Et dès le mois de juillet, nous avons souhaité mener une réflexion en fait, sur cette vie terrible des expositions. Parce que celle-ci donc, aura été une exposition martyre, ce qui va bien à l'artiste. Mais c'est le cas finalement de chaque exposition. La fermeture d'une expo est toujours un moment douloureux. Nous mettons un terme à un projet qui a connu un amont très, très long, une vie très courte, et qui continue certes avec le catalogue de l'exposition, hein, qui donne une pérennité au projet, mais le catalogue ne donne qu'un aspect de l'exposition. Et tout le travail de scénographie, de réunion des œuvres, éventuellement de mise en musique, tout ce parcours scénographique qui vraiment fait l'exposition disparaît. Et donc, nous avons commencé à travailler en juillet avec une jeune entreprise qui s'appelle Extra Art, qui est installée à Montpellier et qui réunit un ancien d'Ubisoft et un docteur en histoire de l'art qui vraiment apportent leurs 2 compétences et a une visite qui ne serait pas virtuelle, mais vraiment immersive, qui pourrait restituer la totalité de l'exposition et des contenus en très haute qualité, puisque c'est là aussi l'enjeu, hein, le numérique dégrade des œuvres et le rapport à l'œuvre. Donc nous voulions avoir vraiment un rendu exceptionnel et que ce soit non pas un one-shot, que ce ne soit pas simplement dans le cadre du Covid, mais le lancement d'une bibliothèque numérique. L'objectif est qu'à terme, et à partir de maintenant, toutes les expositions du musée soient consultables comme on consulterait une bibliothèque. Donc, c'est une visite qui se matérialise de 3 façons. Il y a d'abord, on peut la consulter en ligne sur Internet, donc n'importe qui, gratuitement et éternellement, ça c'est la notion importante, peut visiter l'exposition Jean-Marie Delaperche en cherchant sur son moteur de recherche. Deuxièmement, nous avons développé avec eux la première application Apple et Google Play, téléchargeable gratuitement et qui restitue la totalité de l'exposition. Donc ça a été encore un énorme travail et nous sommes très fiers puisque c'est la première application de ce type dans le monde à être aussi développée et avec des photos HD. Donc ça, n'importe qui peut la télécharger et peut visiter à 3 heures du matin dans le train où on souhaite cette exposition. Et puis la 3e étape qui est en cours de développement va être le rapport avec en réalité virtuelle, puisqu'il y aura un corner dans le musée où à l'avenir on pourra, quand le tactile redeviendra envisageable, on pourra aller consulter les anciennes expositions et décider d'aller voir l'exposition de la Perche, ou bientôt nous allons avoir une exposition sur la jeunesse de Velázquez, eh bien nous pourrons visiter cette exposition et toutes celles à l'avenir. Ce sera une sorte de bibliothèque numérique qui gardera la mémoire de toutes les expositions. Certes, les œuvres ne seront plus là, mais le rapport à cet espace de l'exposition, à ce parcours d'exposition, pourra être pérennisé au-delà du temps, puisqu'on est tout le temps en train de penser à cette exposition que j'aurais voulu voir dans les années 70 et qu'on n'a pas vu. Et bien là, on pourra continuer de la voir. Et dans 50 ans, eh bien, le public pourra encore découvrir cette exposition Jean-Marie Delaperche. Merci beaucoup. Je crois qu'on a très bien entendu votre attente qui est partagée par tous de sortir de cette situation, de cette crise sanitaire, de pouvoir retrouver le contact avec le public. Mais effectivement, dans cette période, vous avez su trouver des solutions pour maintenir cette relation au public. L'association, comme vous êtes un musée avec des collections, hein, donc membre des musées de France, l'association des musées en région Centre-Val de Loire, qui est un des partenaires avec lequel on a développé ce forum, est aussi un endroit où on retrouve un certain nombre de collections et d'objets présentés. Vous avez cité cette mission de valorisation des collections, donc ça fait déjà quelques années que les objets sont automatiquement sur le site du ministère de la Culture, c'est le site de référencement Joconde, je crois, mais effectivement là, vous nous avez expliqué l'enjeu d'aller plus loin, d'être dans une relation à l'œuvre où on l'aperçoive mieux, avec la très haute qualité, avec les visites immersives. Alors, peut-être qu'on pourra revenir
dans les questions qui ont été partagées, il y a ce petit sondage WooClap. Alors, le but était surtout de permettre aux participants de s'entraîner, de tester l'exercice avant qu'on le mette à profit. Alors, je ne sais pas si on a déjà les premiers résultats. Est-ce qu'à la technique, veuillez nous excuser de tous les incidents, c'est pour nous une première à Centre Sciences. Est-ce qu'à la technique, il est possible de partager certains éléments? Oui, alors on me dit que je les ai reçus en message. Effectivement, vous m'avez vu être distrait sur mon téléphone de temps en temps. Des fichiers Excel sur un écran de cette taille-là, ça fait toujours un peu mal aux yeux. L'idée étant de vous initier, on va peut-être surtout s'intéresser aux questions des participants. Est-ce qu'il y en a eu quelques-unes? Alors, ma collègue Astrid, je vais la questionner parce que mon téléphone, j'ai pas su me connecter correctement. Astrid, est-ce que tu peux me dire quelles questions ont été posées? Voilà. Donc, juste pour que ce soit bien audible, effectivement, un participant qui indique combien on a appris, combien on a développé des pratiques, observé, pris le temps de se former pendant cette période. Et une des grandes questions, c'est est-ce que l'on saura mettre à profit ces nouvelles compétences? Vous l'avez tous évoqué, je crois. Ça représente un investissement en temps, un investissement financier, une mobilisation, même si on est tous des passionnés dans le domaine de la médiation culturelle ou de la médiation scientifique, on ne peut pas être aveugle sur le fait que cet investissement-là, c'est un véritable enjeu si on veut le maintenir. Olivia Voisa, d'ailleurs, vous nous aviez signalé cette possibilité, comme Anne-Jean Chéry, de toucher des publics différents, peut-être ceux qui n'ont pas la possibilité de venir. Il faudra effectivement qu'on essaye de mieux savoir quels sont exactement ces publics. Est-ce que ce sont les mêmes que ceux qui venaient au musée, qui ont été maintenus à distance pendant la période, ou si effectivement on a pu toucher des publics dont on dit parfois dans le jargon qu'ils sont empêchés, c'est-à-dire des publics qui sont éloignés géographiquement, éloignés du point de vue socio-culturel, ou qui, simplement pour des questions d'appréhension des thèmes, ne se sentent pas impliqués, pas concernés au départ. Donc, comment on fait pour les toucher, mobiliser? Est-ce que le numérique peut apporter un sujet? À tous les participants, par vos questions, vous pouvez aussi contribuer aux réflexions et aux éléments là-dessus. Donc, c'était là une des principales questions qui a été remontée. Alors d'ailleurs, à ce sujet, peut-être un petit complément, le lien aux associations, qui est très fort dans les musées d'Orléans, a pu être maintenu, de même que pour les scolaires, par le biais de vidéos. C'est-à-dire que toutes les visites qui étaient prévues, tous les partenariats qui existaient n'ont pas été suspendus, mais au contraire, le service des publics, et j'ai à mes côtés Aurélie Le Sieur, qui est responsable de ce service, a développé des vidéos à envoyer dans les classes et dans les assos, et des visios pour que les visites puissent avoir lieu d'une autre façon et ne pas rompre ce lien. Et là, la dernière étape est d'avoir des médiatrices qui maintenant interviennent dans les classes pour pouvoir développer ce contenu. Ouais. Et par rapport à l'apprentissage, on l'a évoqué dans l'étude des pratiques culturelles, je crois qu'il y a aussi tout ce qui est consultation de contenu pour se former, mais peut-être que pour l'instant, ce prisme-là d'apprendre grâce aux médias n'est peut-être pas encore dans le focus des pratiques culturelles. Jean Chéry, vous qui connaissez bien les éléments d'étude. Alors, sur l'enquête menée pendant le confinement, on n'a pas cette question précise-là. Sur effectivement l'utilisation, la consultation de ces contenus en vue d'une formation, en vue de se former. En revanche, dans l'enquête sur les pratiques culturelles en France, donc l'édition 2018, on a développé ces questionnements-là qui sont en cours d'analyse en fait, parce que c'est des grosses enquêtes, là c'est plus de 9300 personnes qui sont interrogées, donc il y a une première parution 50 ans de pratiques culturelles en France qui est sortie pendant l'été 2020, mais du coup là il y a d'autres publications qui vont paraître, et on avait intégré, c'était nouveau dans l'édition 2018, cette dimension-là d'auto-formation par ce biais-là. D'accord. Alors, juste dans les réactions au sondage, on a quelques questions techniques. Effectivement, le sondage, il avait une forme de minuterie pour ceux qui participaient. On va élargir les plages de temps pour vous permettre de travailler dessus. Est-ce qu'on a quelques résultats, Jamel ?
Oui, ils sont partagés à l'écran en ce moment. Alors, ne pouvons les voir, est-ce qu'il est possible de nous dire quelques éléments? Et puis, alors, j'en profite pour vous montrer la partie technique. Donc, une partie de l'équipe est là. Alors, hop. Jamel. Bonjour. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est d'écrire justement la première question. Avez-vous été personnellement impacté par vos actions, dans vos actions de médiation avec le public par la crise sanitaire? On a le résultat de 43% ont mis des activités à l'arrêt. 43% aussi ont été fortement impactés. Et enfin, 14% ont été impactés sur une partie. D'accord. Voilà. Alors, c'est donc absolument pas un sondage à valeur de données scientifiques, de recueillement, mais pour rappel, c'était juste une façon de faire participer, de voir un petit peu l'outil. Une deuxième question peut-être, Jamel? La deuxième question posée, cette période a-t-elle favorisé des initiatives de médiation différentes en ligne, mesures adaptées, adaptation vers le numérique? Alors, le sondage, 27% ont une adaptation aux mesures. 27% se sont adaptés. 36% de transformation d'événements publics en rendez-vous numériques. Oui. 45% création de ressources de médiation en ligne. 0% pour l'adaptation d'expositions temporaires sur le web. Oui, alors c'est là où ces données sont à prendre avec beaucoup de pincettes, effectivement. On avait essayé de poser un certain nombre de questions et revenir, et on le partagera. On reviendra peut-être à un autre moment dessus, notamment sa forme visuelle que vous avez actuellement sous les yeux. La troisième et dernière question. Non, en fait, il y a plusieurs résultats. La création de tutoriels, formation visite immersive en vidéo, 45%. Médiation sur rendez-vous en groupe réduit, 45%. Promotion de vos activités en attendant de retrouver le public, 27%. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, 27%. Et enfin, 9% ont fait des appels aux contributions artistiques, créativité, recueil de données de leur public. D'accord. Alors, on a une deuxième partie après cette table ronde, avant de remercier nos trois témoins intervenant effectivement pour nous donner un aperçu de ce qu'a pu être la médiation culturelle, la médiation scientifique en cette période de crise. La dernière partie de ce rendez-vous, après cette table ronde, c'est quelque chose qu'on a beaucoup aimé mettre en place en vrai, qui était le moment où on donne la parole à tous les acteurs sous forme d'un petit retour pitché en quelques minutes de leur expérience. Alors ici, ça a été réalisé sous forme d'interview, c'est-à-dire que l'on a échangé et puis on a enregistré un échange rapide de 3 minutes parce qu'on souhaitait offrir un maximum de panels, à la fois diversité des structures. Le réseau est constitué, comme on l'indiquait, aussi bien d'acteurs scientifiques, de la recherche, d'enseignants, d'associatifs, de lieux culturels. Donc, on a souhaité aussi recueillir un peu cette diversité d'aperçus. Diversité géographique, puisqu'on est une région avec 6 départements qui est très, très étendue. Il y a l'axe ligérien, qui est un axe fort, mais on dit parfois que la région centre est ce qui s'est constitué de plein d'agrégats venant. Non, il y a une identité au sein de ce réseau. C'est l'envie de maintenir la médiation pendant cette période. Et dernier point, sur une dizaine d'exemples, de voir un peu toute la granularité d'actions qui ont été mises en place. On en a déjà eu un aperçu avec le témoignage d'Olivier Voisin, ou bien de David Giron, pendant la fête de la science, qui a été un temps fort, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Merci beaucoup à tous les trois de votre participation à cette plénière. Je rappelle donc que l'ensemble de nos échanges pourra être vu en vidéo après cette diffusion, mais aussi des liens. On va rajouter le lien notamment vers l'étude qui est très intéressante, une 40aine de pages qui se parcourt assez facilement, vers peut-être aussi l'émission France Inter où vous étiez interviewé. David, on partagera aussi les liens parce que vous êtes un des contributeurs d'Écosciences Centre Val de Loire et que vous aviez témoigné par votre interview.
On invite aussi à vous retrouver ainsi que les autres chercheurs et participants de ce village numérique de Tours, qui est toujours visible en ligne. Et Olivia Voisin, eh bien, avec une grande impatience, on attend la réouverture du musée des Beaux-Arts, de retrouver les collections. On va être curieux en allant voir d'un peu plus près les visites immersives qui peuvent être proposées dans les semaines qui viennent. Et surtout, à très très bientôt pour l'ouverture du MOB, un acteur qu'on attend avec impatience de retrouver. Le 24 avril, donc le rendez-vous est pris. La date est prise. Souhaitons qu'on soit déconfiné à ce moment-là. Alors, je vous invite à vous déconnecter d'ailleurs du Zoom. Très concrètement, pendant la séquence où on va diffuser les vidéos, il faut les observer depuis le direct, depuis le lien Vodalis, URL qui a été transmise. Et donc, ces rendez-vous-là, finalement, vous pourrez les retrouver. Alors, 10 témoignages. Comme je vous disais, qui sont à la fois le reflet de la région, des initiatives, de la diversité des acteurs, dans quelques instants. Merci à vous trois, bon courage et à très très bientôt. Et peut-être que l'on se retrouve par vos questions en tant que participants sur les quelques échanges que l'on va retrouver maintenant. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, le temps là pour la technique de bien se recaler. C'est bon, tout est parfait. On me fait des grands signes, impeccable. Qu'est-ce qu'on fait preuve d'agilité sur ces nouveaux outils, mais aussi de sueur froide. Alors, 10 portraits parmi lesquels on retrouve des acteurs associatifs. Parmi lesquels on retrouve des acteurs associatifs, on va retrouver des acteurs du monde scolaire, des acteurs de la recherche et des établissements culturels. On va d'ailleurs commencer par les établissements, les lieux culturels. En l'occurrence, notre première interview nous amène à retrouver Laura Cellier, qui est responsable du pôle des étoiles. Alors certains ont eu la chance de le visiter avant la période de confinement. Le pôle des étoiles, c'est à Nançay, c'est sur la station de radioastronomie, à la fois un des plus grands équipements de recherche dans ce domaine en France, grand par la taille, historiquement important aussi, dépendant de l'Observatoire de Paris, associé à des chercheurs donc de l'OSUG, du CNRS, notamment on pense au laboratoire de physique et chimie d'Orléans, LPC2E, pardon, de l'environnement, qui a l'occasion de travailler dessus. Et donc le pôle des étoiles, il a ouvert il y a une trentaine d'années maintenant, fin des années 90, et Laura Cellier en est la responsable de site depuis quelques temps. Alors, Laura, c'est à vous maintenant pour nous dire finalement comment vous avez maintenu un grand rendez-vous qui s'appelle la Nuit des Étoiles, sauf qu'en 2020, accueillir 3000 personnes, ça pouvait s'avérer compliqué avec une sorte de festival de l'astronomie. Alors déjà, bonjour à tous. Donc rapidement pour commencer, le pôle des étoiles, c'est un centre de médiation scientifique qui est situé dans le Cher, à Nançay, et qui est basé donc sur l'astronomie et la radioastronomie. Notre but, c'est d'expliquer au grand public des choses sur l'astronomie et particulièrement donc sur les instruments de la station de radioastronomie de Nançay qui sont nos plus proches voisins. Donc on a un rendez-vous qui est assez incontournable tous les ans au moment de l'été, c'est la Nuit des Étoiles. C'est un événement national et le pôle des étoiles y participe depuis sa création. Et en 2019, il a regroupé plus de 3000 personnes dans le village de Nançay. Donc c'est un événement qu'on prépare assez tôt dans l'année. On avait commencé à organiser les choses pour l'année 2020. C'était impossible d'organiser un événement d'une telle ampleur dans le village de Nançay. Et donc, on a voulu proposer un événement numérique. On s'est posé pas mal de questions. Est-ce qu'on essayait d'accueillir un petit peu de public quand même sur place au pôle des étoiles, donc en nombre très restreint, ou est-ce qu'on essayait de faire quelque chose sur Internet qui nous permettait de présenter des choses à un plus grand nombre de personnes, ou alors la dernière option, c'était de rien faire du tout, mais ça, on n'avait vraiment pas envie d'en arriver là.
Donc, on a voulu parler au plus grand nombre et proposer un événement numérique, donc la Nuit des Étoiles, avec donc des vidéos préenregistrées pour pouvoir les diffuser au moment de la Nuit des Étoiles avec un calendrier bien précis. On avait diffusé un programme sur les réseaux sociaux en expliquant tel jour à telle heure, il y aura telle vidéo. Donc, c'est un travail qu'on a réalisé en équipe. Les vidéos, elles ont été tournées au pôle des étoiles. On a réfléchi à notre programme de vidéos. Donc, on est parti sur des conférences pour les enfants, des conférences adultes, des ateliers aussi pour les enfants. Et l'idée de base, c'était de donner toutes les clés aux personnes qui allaient regarder ces vidéos pour pouvoir observer à la maison le ciel depuis chez elles. Et on a aussi fait quelques interventions en direct, donc diffusées en direct, qui posent plus de contraintes techniques. On n'a pas un réseau exceptionnel, nous, au pôle des étoiles, donc c'était un petit peu plus compliqué, mais les vidéos préenregistrées et diffusées ont très bien marché. Donc c'était un exercice totalement nouveau pour l'équipe du pôle, mais en même temps, ça a été une vraie découverte et l'équipe a apprécié aussi pouvoir transmettre et diffuser des informations de cette manière-là. Nos vidéos, avec une bonne communication, si on diffuse bien l'événement, elles peuvent être vues par des personnes qui n'habitent pas du tout proches de Nancy, qui n'auraient pas la possibilité de venir au pôle des étoiles. Et donc ça, c'est vraiment intéressant et c'est quelque chose qu'on a envie de poursuivre. Bien sûr, dans l'idéal, nous, on espère pouvoir réaccueillir du public pour la Nuit des Étoiles, même réaccueillir du public tout simplement sur site, mais en tout cas, pouvoir partager ce moment avec les visiteurs en étant sur place derrière les télescopes. Mais pourquoi pas envisager une version un petit peu hybride, avoir les visiteurs sur place et en même temps continuer de proposer des vidéos pour alimenter les réseaux sociaux ou la chaîne YouTube du pôle et donc pouvoir diffuser quand même à un plus grand nombre de personnes ce que l'on a envie de partager. Alors, merci beaucoup Laura pour ces éléments. On retrouvera l'un de vos collègues, Rémi Nadal, demain après-midi, mercredi après-midi, dans une séquence consacrée à la nouvelle donne de la CSTI, parce que c'est lui qui, dans l'équipe du pôle des étoiles, a apporté beaucoup de compétences. Tout de suite, on se déplace, on va du Cher au nord de la région, à Chartres. On va retrouver le service archéologie, la direction de l'archéologie de Chartres Métropole, et notamment Marielle Guinguenot, qui est en charge de l'animation et de la valorisation au sein de ce service archéologie, parce qu'ils avaient une aussi grande exposition qui s'appelle Au Moyen-Âge, plongée dans l'histoire et retour à cette époque. Marielle, c'est à vous, un grand merci. Bonjour, Marielle Guinguenot, je suis responsable d'animation, valorisation à la direction de l'archéologie de la ville de Chartres. Donc, cette direction est composée d'une quarantaine d'agents, à la fois de Chartres Métropole et de la ville de Chartres, qui se répartissent entre professionnels de l'archéologie, spécialistes dans différents domaines. Bonjour, Marielle Guinguenot, je suis responsable d'animation, valorisation à la direction de l'archéologie de la ville de Chartres. Donc, cette direction est composée d'une quarantaine d'agents, à la fois de Chartres Métropole et de la ville de Chartres, qui se répartissent entre professionnels de l'archéologie, spécialistes dans différents domaines, et donc une cellule animation-valorisation composée de 3 personnes qui tentent de développer l'animation et la valorisation des supports de médiation à destination de différents types de publics. L'exposition au Moyen-Âge, les mérovingiens en pays chartrain, a été initialement programmée dans le cadre du colloque de l'Association française d'archéologie mérovingienne, qui est un colloque international qui réunit des chercheurs spécialistes de cette période, le temps d'un week-end pour échanger sur l'actualité de la recherche. Mais afin de bénéficier de l'intérêt de ce colloque, il a été décidé d'associer à cet événement, donc la programmation d'une exposition au Musée des Beaux-Arts qui devait être inaugurée initialement dans le cadre de cet événement. Et donc la volonté était d'associer différents acteurs et institutions culturelles locales et nationales que sont la DRAC Centre-Val de Loire, l'Institut national de recherche archéologique préventive, la Société archéologique EVA, le CNRS par le programme Paris Times Machine avec le développement d'une carte archéologique interactive,
et bien évidemment Centre Sciences qui participe également avec nous sur ce projet. Donc ce projet a été réalisé en partie en période de confinement puisque suite à une première réunion préparatoire début janvier, le confinement a été décidé dans le courant du mois de mars. Donc avec l'ensemble des acteurs et des participants, nous avons pu nous rencontrer en présentiel et physiquement une seule fois seulement. Et ensuite, les échanges et le montage de ce projet a été réalisé essentiellement par voie numérique, donc par échange de mails, visio, etc. Et grâce à la force de conviction et la motivation de l'ensemble des acteurs, que ce soit les professionnels de Chartres Métropole, de la ville de Chartres et de nos partenaires, on a pu aboutir à l'inauguration de l'exposition le 2 octobre pour l'ouvrir au public dès le 3 octobre. Malheureusement, le deuxième confinement est arrivé et nous avons redû fermer l'exposition. Au vu du travail qui avait été fait, de la motivation des différents intervenants et de l'intérêt de cette exposition, il a été décidé de mettre l'intégralité du contenu pour en faire bénéficier l'ensemble du public. Donc, tous les textes explicatifs des panneaux de l'exposition ont été déposés sur notre site internet. Le livret pédagogique a également été déposé. Les illustrations, les photos du mobilier ont également été déposées afin que le public puisse vraiment bénéficier de cette exposition. Et on travaille encore toujours sur une médiation numérique par des visites virtuelles, par des projets de danse à l'intérieur de l'exposition pour faire vivre cette exposition d'une manière complètement différente. Et ce qui nous pousse à nous renouveler et à proposer toujours de nouveaux supports de médiation, ce qui est finalement une chance. Voilà, nous voici de retour après ce témoignage. Je vous invite à aller retrouver par le lien l'exposition au Moyen-Âge. Et vous avez aussi ce petit film Les Sciences Autrement, un programme que Centre Sciences a réalisé dans le cadre de la Fête de la Science, qui vous permettra d'aller voir de plus près l'un des sites et les archéologues qui en parlent. Alors tout de suite, on va aller justement dans le monde de la recherche avec 3 témoignages d'organismes qui, notamment participant à la Fête de la Science, ont adapté leur offre. Rapidement, le premier d'entre eux nous amène en Indre-et-Loire, à Tours, avec la Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire, Adeline View, qui va nous parler du parcours scientifique qu'ils ont proposé pendant la Fête de la Science. À tout de suite. Alors, la MSH Val-de-Loire, donc la Maison des Sciences de l'Homme Val-de-Loire, c'est une structure fédérative qui fédère 22 laboratoires de recherche en sciences humaines et sociales sur Tours et Orléans. On est rattaché au CNRS, à l'Université de Tours et à l'Université d'Orléans. Dans nos missions principales, on a celle donc de favoriser l'interdisciplinarité entre les laboratoires de recherche. Et puis une autre mission, c'est l'appui à la recherche pour apporter des services, notamment numériques, aux chercheurs dans le cadre de leur projet de recherche. La MSH a l'habitude de proposer un parcours pédagogique dans le cadre de la Fête de la Science. Cette année, évidemment, nous avons dû nous réinventer et on a souhaité quand même conserver cette idée de parcours pour découvrir en fait une thématique. Donc là, la thématique cette année, c'était la relation entre l'homme et la nature. Et on est très vite parti sur l'idée donc de réaliser ce parcours en vidéo, puisqu'on a la chance d'avoir un collègue audiovisualiste, Jean-Philippe Corbellini, au sein de la MSH. Et on a souhaité donc proposer aux chercheurs et aux doctorants de valoriser leur thématique de recherche à travers ces vidéos. Donc en fait, l'idée principale du projet, c'était de proposer en fait une vidéo par jour dans le cadre du village numérique de Tours, avec une question qui se rattachait tous les jours et le public qui pouvait donc participer et répondre aux questions avec des petits lots à gagner. Le travail qu'on a mis en place en fait avec les doctorants et les chercheurs, c'était vraiment un travail de groupe en cohésion tous ensemble, un travail différent que d'habitude, parce que d'habitude en fait on apporte un appui en fait à leur recherche. Et là, nous, on était un petit peu demandeurs et à l'initiative de la démarche de ces vidéos. Donc, on a vraiment travaillé les scénarios et les textes ensemble avec le regard de l'audiovisualiste, de la communicante et du chercheur. Donc, le scénario, ça a vraiment été un travail d'équipe pour trouver parfois des images aussi qui se rattachent à des recherches.
Par exemple, on a travaillé avec un laboratoire de psychologie, donc 2 doctorantes qui ont voulu travailler sur l'autisme et uniquement avec des images et des voix off, comment représenter en fait les sensations des personnes que ressentent les personnes autistes. Donc, il a fallu travailler sur des images immersives, des effets en fait d'images et vraiment que ça corresponde aussi à ce que voulait faire passer, l'idée que voulaient faire passer les doctorantes. Au final, on a réussi donc à présenter un parcours sur la thématique avec différentes disciplines et on a vraiment eu des vidéos, j'allais dire produits finis, vraiment des vidéos qualitatives. On a pris plaisir à participer à cette expérience et on se disait que ça pourrait être une sorte de produit de démarche en fait qu'on pourrait aussi proposer dans d'autres cadres que la fête de la science. Par exemple, je pense aux doctorants dans le cadre de leur projet de thèse, en fait, un petit peu à la manière du ma thèse en 180 secondes, c'est comment présenter à travers un support vidéo leur travail. Donc, je pense que ça va peut-être faire son petit bonhomme de chemin et c'est quelque chose qu'on pourra proposer dans ce cadre-là. À un laboratoire, l'INRAE Val-de-Loire, qui regroupe 3 sites, dont un à Orléans, à Ardon, où on travaille beaucoup sur les questions des sols. Et c'est avec Isabelle Cousin de l'UFR, d'unité de recherche sur les sols, justement, que l'on va revenir sur une modalité adapté en 2020, plus possible d'ouvrir les portes de l'INRAE et de recevoir quelques 4 ou 5 000 personnes le temps d'un week-end. Eh bien, cette fois-ci, c'était des visites sur rendez-vous qui ont été proposées. Et finalement, une expérience qui a été grandement appréciée de la part des chercheurs. Isabelle Cousin, c'est à vous. Dites-nous en plus sur ces visites sur réservation. Bonjour, donc je suis Isabelle Cousin, je suis chercheure à INRAE et lors de la Fête de la Science 2020, nous avons reçu du public pour visiter notre dispositif expérimental qui est un simulateur de pluie. Donc de façon originale par rapport aux années passées, cette année, l'accueil du public a été organisé sous forme de visite qui était planifiée d'une durée de 45 minutes. Et je dois dire que pour nous, chercheurs, ingénieurs et techniciens qui avons reçu le public, cette modalité s'est avérée extrêmement enthousiasmante et séduisante. Ce temps de 45 minutes où les gens étaient avec nous s'oppose aux pratiques un peu classiques de visite sous forme de flux où les gens passent devant nos expérimentations. Donc, on en capte quelques-uns. On se fait parfois un petit peu entreprendre de façon longue par quelques-uns au détriment des autres, alors que ce format visite nous a permis vraiment d'accueillir tout le monde, des familles complètes pour une durée assez longue et qui permet vraiment le temps de l'échange. Pour organiser ces visites, nous étions 3 et nous avions en quelque sorte scénarisé la visite pour permettre une dynamique au cours du temps de visite. Donc, nous avions des métiers différents et des compétences différentes, donc des chercheurs, une doctorante, un technicien. Et ça nous a permis à la fois de dynamiser ce temps d'échange, de présenter à la fois notre expérimentation elle-même, mais aussi de présenter la diversité de la palette de nos métiers. Et dans le second temps de notre présentation, eh bien, assez spontanément, des petits groupes se sont formés qui sont venus discuter avec l'un ou l'autre, soit de la science, de l'expérimentation que nous avions montrée, soit pour certains de notre métier, voire même de possibilités de travailler dans la recherche. Je pense aussi que ce qui a fait le succès de notre visite de simulateur de pluie, c'est que nous avions prévu une palette assez large de dispositifs expérimentaux. Donc, nous avions notre maquette sur laquelle on fait de la pluie sur du sol. Donc, ça peut paraître un peu simple, un peu banal. Nous avions des éléments
totalement ludiques et pas du tout scientifiques, comme des petits Playmobil qui ont permis de capter pendant assez longtemps l'attention des tout petits. Et capter l'attention des petits, ça veut dire retenir les parents aussi. Et puis, nous avions des capteurs extrêmement sophistiqués, extrêmement avancés, y compris même des prototypes scientifiques qui nous permettent de présenter vraiment des fronts de recherche. Par exemple, nous avons présenté, les gens étaient extrêmement sensibles à ça, des capteurs acoustiques innovants qui permettent d'écouter les sols. Voilà, donc un bilan extrêmement positif de cette nouvelle modalité sous forme de visite qui s'oppose à ces pratiques plus classiques de visite sous forme de flux. Alors, pour tous ceux qui voudraient retrouver le simulateur de pluie, je le rappelle, avec Centre Sciences dans le cadre de la Fête de la Science, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube le film dont on a vu un extrait, réalisé avec les petits films production, donc Jérôme Grenouillou, avec qui on a réalisé un panorama d'une vingtaine de sites pendant la Fête de la Science. Donc, merci beaucoup pour ces éléments. On retrouve tout de suite le BRGM, aussi à Orléans. Alors, pour rappel, c'est un organisme dont le siège national est ici, et les chercheurs participent donc à la Fête de la Science au National, à Paris, habituellement dans des directs avec du public présent. En 2020, il a fallu s'adapter. Nicolas Charrat qui nous en dit plus sur comment on se prépare à un direct avec le public. Bonjour à tous, donc, je suis Nicolas Charles, géologue au BRGM, basé à Orléans, qui est le service géologique national, et donc qui a pour but d'étudier tout ce qui est en relation avec notre sous-sol et tout ce qui peut avoir des relations avec nos sociétés modernes et notre vie quotidienne. Et donc le BRGM participe normalement chaque année à un échange avec différents organismes sous la houlette de l'Esprit Sorcier, donc ça se passe à Paris normalement, au Halles, où on a un plateau avec des journalistes et un public présent et on discute, on échange directement. Donc cette année, effectivement, c'était assez particulier vu la crise sanitaire, donc on a dû s'arranger pour faire de la médiation sur de nouvelles plateformes, cette fois-ci numériques, où là, tout était en ligne, c'était sur une chaîne YouTube avec une émission quotidienne d'environ 1 heure, 1 heure et demie, où on reprenait le même système, c'est-à-dire qu'on interviewait différents scientifiques. Et donc, en fait, nous, on a choisi au niveau du BRGM d'évoquer, moi je suis intervenu dans l'émission La métamorphose de la ville, et on a repris un peu le thème de l'ouvrage assez célèbre qui était le métronome parisien, donc c'était évoquer des anecdotes en lien avec la ville, mais cette fois-ci pour l'aspect géologique et non pas historique par rapport à l'ouvrage. Et donc du coup, c'est en ligne, donc ça nécessite un travail en amont avec l'équipe d'analyse de l'Esprit Sorcier. Donc on a eu différents échanges avec les intervenants, et donc on a défini un quiz en fait, qui était posé comme question avec un genre de sous-duplex avec des élèves du secondaire, où on avait, je ne sais plus, 4 ou 5 questions environ, qui permettaient d'aborder différentes notions de la géologie dans la vie quotidienne, mais sous l'angle d'éléments que les gens peuvent connaître dans leur vie quotidienne, mais dont ils ne se seraient pas posé la question de la relation qu'il pourrait y avoir avec le métier de géologue. Donc, par exemple, il y avait la question « Quel âge a Notre-Dame de Paris ?» Alors, c'est vrai que naturellement, les élèves, ils étaient tentés de parler du Moyen-Âge en tant qu'architecture et en tant que monument. Mais finalement, après, quand on a apporté la réponse en disant « Oui, ce n'est pas tout à fait 700 à 800 ans, finalement, avez-vous pensé aux matériaux mis en œuvre dans le bâtiment ?» qui sont des calcaires âgés du Lutétien, donc un ancien mot dérivé du nom latin de Paris, et qui ont, eux, 40 millions d'années. Donc, ça permettait aussi de parler de la formation de cette roche, pourquoi on en a besoin et pourquoi on a besoin d'un géologue pour en trouver, notamment via le chantier actuel de reconstruction, où nous, on est sollicité au BRGM, donc ça permettait aussi de parler des projets concrets, actuels, qui sont en cours et qui sont menés par des scientifiques chez nous. Et donc là, effectivement, les élèves, ils étaient assez interpellés en se disant « Mais oui, c'est vrai que finalement, la Notre-Dame, on parle toujours du monument en soi, mais on ne parle pas de l'essence même du monument, qui sont les matériaux. » Et ça permettait aussi d'aborder, on parle beaucoup de biodiversité en ce moment, et ça permettait aussi de parler de paléobiodiversité liée aux fossiles, etc. Ma prochaine question concerne Notre-Dame de Paris. La roche qui a permis de bâtir Notre-Dame de Paris est vieille de 800 ans.
2000 ans, 1 million d'années ou 40 millions d'années? Je vous laisse encore une fois quelques secondes pour vous concerter. Et Nicolas, sans évidemment nous donner la bonne réponse, parlez-nous un petit peu de la roche de Notre-Dame de Paris. Est-ce que c'est une roche particulière? Ils m'ont d'ailleurs prêté une roche prélevée sur Notre-Dame, justement, qui est cette fameuse pierre du Lutétien, donc, dont on va connaître l'âge dans pas longtemps, là où vous voyez quelques fossiles, puisque c'est un calcaire. Hein. Après, la difficulté, c'est qu'en direct, il faut avoir un discours simple, il faut être assez percutant, et il faut amener à l'étonnement du public pour capter son attention. Et c'est vrai que l'exemple de Notre-Dame, finalement, c'est à propos, parce que c'est un monument que tout le monde connaît. Et du coup, ça permet d'aborder notamment la notion de ressources minérales. Mais on a abordé aussi la question des ressources en eau, ou encore des risques, ou encore de la géothermie. Nous voici de nouveau ensemble. Alors, il est 11h30 passé. On a pris une vingtaine de minutes de retard, donc très très rapidement. C'est Loïc Javois, responsable du service sciences techniques et sociétés de la FRMJC Centre, qui va maintenant nous parler de l'adaptation finalement qui a été vécue par bon nombre d'acteurs associatifs, de ceux qui accueillent ou qui vont à la rencontre du public, avec d'autres acteurs dont Centre Sciences, mais dont aussi Arboresciences ou des acteurs en région. Ils sont organisés chaque année 5 semaines culturelles. 5 semaines pendant lesquelles on se retrouve dans une commune, plutôt une commune rurale, éloignée, et pendant toute cette semaine, c'est sous les étoiles avec le Cosmorium, mais aussi avec une exposition interactive. Et voici qu'en septembre, quand ça doit commencer, eh bien, les mesures de confinement pointent à nouveau à l'horizon. Loïc, dis-nous-en un peu plus sur la façon de s'adapter pour ces semaines culturelles. Nos actions en 2020 ont été assez perturbées effectivement par les conditions sanitaires. Il y a eu 2 grosses périodes. La période du premier confinement dans laquelle les écoles étaient donc fermées, et nous on travaille pratiquement à 90% avec un public scolaire en présentiel puisqu'on fait de l'animation. Toutes les opérations qu'on fait sont essentiellement centrées sur l'animation. Donc là, pratiquement toutes les actions ont été annulées, que ce soit le Cosmorium, les expositions itinérantes. Pour ce qui concerne plus spécifiquement les semaines culturelles, on a eu un petit peu plus de chance puisqu'elles étaient concentrées sur des dates qui allaient de septembre à décembre. Donc on a quand même subi des perturbations liées au second confinement, mais l'impact a été beaucoup moins élevé puisque ce qui a tout changé, c'est que les écoles restaient ouvertes, ce qui nous a permis de continuer de travailler avec les écoles. Sur les 5 semaines, on en a réalisé une de façon pratiquement normale à Issoudun en septembre, c'était avant le second confinement, et les 4 autres semaines ont été perturbées puisque on n'a pas pu ouvrir au grand public, mais on a maintenu l'action pour les scolaires en réorganisant quand même notre planning. On a subi quand même 2 reports de dates sur les 4 semaines prévues, et on a eu quand même une collectivité qui a renoncé à l'organisation de la semaine culturelle sur sa commune, mais on a pu réattribuer ce lieu à une autre collectivité dans la mesure où certaines collectivités étaient sur liste d'attente. Donc une perturbation importante quand même, mais on a pu réaliser, les 5 actions seront quand même réalisées en grande partie, ce qui est un moindre mal. Alors, on a dû effectivement mettre en place des adaptations de 2 ordres. D'abord, le premier point, c'est sur les plannings qu'on a refait pratiquement entièrement pour nous réadapter aux nouvelles dates, notamment sur les communes où on a subi un report de date. Mais bon, ça s'est fait pas trop mal. On a pu anticiper les choses et ça a bien fonctionné. Et puis, le deuxième point principal, c'est surtout la mise en place de protocoles sanitaires stricts, des plans de circulation, protocole de désinfection dans le Cosmorium et dans l'exposition, distanciation, gestes barrières, qui nous ont permis de travailler pratiquement normalement, enfin en tout cas en toute sécurité avec les écoles. Donc ce qui nous a permis de réaliser les actions et notamment les séances de Cosmorium et les animations dans l'exposition de façon pratiquement normale. Nous, ce qu'on retient un petit peu de cette expérience, c'est surtout qu'on a la satisfaction d'avoir pu réaliser les 5 semaines culturelles avec essentiellement les scolaires, même si à Issoudun, on a pu accueillir aussi le grand public puisque c'était un tout petit peu avant le moment du confinement, du second confinement. Mais surtout, on a
on a pu mettre en place les actions et assurer la continuité pédagogique, ce qui pour nous était le plus important parce qu'on sait que les écoles ont subi quand même une perturbation importante sur le premier confinement du printemps. Et là, on a été quand même content de pouvoir proposer en termes de contenu, un contenu pratiquement identique à celui qui était prévu s'il n'y avait pas eu de confinement. Il a fallu simplement se réadapter matériellement, mais on l'a fait. On a beaucoup travaillé avec Centre Sciences pour mettre en place ces protocoles sanitaires. Et puis on est très très content parce que finalement, ça a fonctionné presque normalement. Associatif, donc les parties Centre Sciences, a été fortement impacté, surtout s'il s'agit dans les activités associatives d'accueil du public. On va revenir sur un autre exemple, en l'occurrence Action Science Jargeau, avec son président Henri Pilière. C'est un acteur qui, depuis longtemps déjà, développe des actions autour de l'animation. Au départ, c'est une bande d'amis, des parents d'élèves qui ont souhaité proposer des activités pour les plus jeunes avec la complicité des enseignants, et c'est ainsi qu'a commencé une aventure qui les amène à être souvent sur la fête de la science. Et là, l'année dernière, impossible, le village des sciences devait fermer ses portes et ne pouvait plus accueillir le public, mais ne pouvait plus non plus accueillir à l'INRA les acteurs extérieurs comme celui des associations. Henri, dis-nous en plus. Eh bien, Action Science Jargeau est une association très locale. D'ailleurs, comme son nom l'indique, il y a Action Science. C'est vraiment le but que l'on se donne, c'est-à-dire d'éveiller l'intérêt scientifique et technique des jeunes publics, mais pas seulement, puisqu'en fait, chaque membre de l'association a aussi besoin de cet éveil-là. Et puis, il y a Jargeau. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre but a été de travailler à une échelle locale. On a participé donc une dizaine de fois à la fête de la science, bien sûr. À chaque fois, on essayait de se repérer sur le thème de l'UNESCO. Donc, ça a été les légumineuses, la cristallographie, la lumière, je passe. Mais tous les grands thèmes qu'on a essayé de travailler ensemble pour se motiver et puis pour nous apprendre et après remontrer sous forme d'atelier. Eh bien, cette histoire de 2020 était un peu particulière, bien sûr, parce que nous avions l'habitude de nous retrouver dans un local prêté par la commune et dans lequel nous pouvons nous retrouver les adultes ou bien les enfants, puisque nous avions réussi à créer un club junior, un club de jeunes de CM2 jusqu'à la 3e, donc très varié, mais dans lequel ils venaient nous voir parce qu'ils avaient envie de découvrir un tas de choses. Alors, on a donné une connotation plutôt électronique ou bien impression 3D, etc., parce qu'ils étaient attirés par ça. Mais depuis 1 an et demi, eh bien, on va différemment. On a une petite section qui est sciences amusantes. Eh bien, d'un seul coup, à cause du Covid, nous ne pouvions plus nous retrouver. Comment faire? Alors, nous, on a une petite participation, bien sûr, de nous-mêmes, en faisant marcher nos impressions 3D pour faire ces visières, comme beaucoup de makers. Mais le problème a été comment nous retrouver, comment ne pas lâcher prise, comment offrir toujours une solution. Et c'est là qu'en fait, on a relancé une sorte d'animation par Teams. Donc, tous les samedis matins, on retrouve ces jeunes et on leur fait faire donc, des petites expériences d'électronique et tout va bien. Cette année aussi, nous sommes intervenus à la demande de la mairie dans le cadre de Jargeau-Plage à faire des animations scientifiques. On a fait à peu près 170 heures d'animation de toutes sortes, animation de chimie, d'astronomie, de découverte, d'impression 3D, etc. Et puis enfin, nous avons fini en octobre à faire le hameau des sciences pour éviter justement la surcharge des masses que pourrait entraîner donc la fête de la science, et en essayant de donner un peu d'oxygène et en faisant ce petit hameau des sciences à Jargeau, sous la halle. Ça a été un succès. Justement, la distanciation était respectée et nous avions passé un bon moment et pour de nouveau nous faire connaître à l'échelle locale et au-delà, grâce à Centre Sciences. Et une idée qui nous trotte en tête depuis un certain temps, ça a été initié par André Braque, c'est bien sûr ce chemin de l'univers qui a été retardé du fait du Covid,
qui se voudrait être la compréhension depuis le Big Bang jusqu'à nos jours sur la Loire à vélo. Donc, une petite balade à coup de braquet pour comprendre, pour connaître, pour apprendre toutes les sciences, depuis le Big Bang jusqu'à notre existence. Alors, merci beaucoup Henri et bravo à tous les acteurs investis dans Action Sciences Jargeau. Là aussi, une petite vidéo réalisée à l'occasion est visible sur la chaîne YouTube de Centre Sciences. Tout de suite, on va, avec 3 acteurs du monde scolaire, découvrir dans le Cher, dans le Loir-et-Cher notamment, et sur l'Indre-et-Loire, comment des actions de médiation se sont passées. Dans un premier temps, c'est une enseignante professeure de SVT au lycée Jean Moulin de Saint-Amand-Moron, donc au sud du Cher, quasiment à la limite de l'Allier. On retrouve Véronique Ranty et des lycéens très impliqués depuis de nombreuses années sur la biodiversité autour de projets de génome, mais aussi depuis l'été 2020 avec des étés apprenants, créant de la musique avec un partenaire artistique et culturel, en l'occurrence l'abbaye de Noirlac. Véronique Ranty, c'est à vous, dites-nous en plus. Oui, alors ce projet de biodiversité autour du lac de Virlet date d'il y a 10 ans. Les débuts, c'était en 2011, avec un facteur déclencheur qui a été l'adhésion du lycée Jean Moulin à Saint-Amand au projet Génome à l'école. Il s'agissait de rechercher des peupliers noirs, une espèce en voie de disparition, à proximité d'un établissement scolaire. Et il se trouve qu'à Saint-Amand-Moron, une carrière était en train de finir son activité et que sur cette carrière-là, il y avait du peuplier noir. À partir de là, nous avons travaillé avec des collègues du bassin à amener nos élèves pour aller chercher ces peupliers noirs et nous sommes rendus compte de la grande richesse de la biodiversité qui était en train de se réinstaller sur ce site, qui était en train d'être aménagé par les collectivités locales. Ce qui nous a donné l'idée, avec le travail de nos élèves de recherche de biodiversité, de mettre en place un projet pédagogique qui consistait à faire un parcours avec des panneaux physiques sur le terrain qui montraient les résultats de l'état de la biodiversité. Là, on est en 2015, donc 4 ans après le début du projet, et on avait suffisamment de données pour indiquer au public l'état de la biodiversité à ces 3 échelles d'études sur le lac de Virlet. C'est à cette occasion d'ailleurs qu'on a recherché de nombreux partenaires, par exemple Centre Sciences pour nous aider à créer ces panneaux. Ce sont des collègues qui l'ont fait en collaboration étroite avec Centre Sciences pour essayer de comprendre comment présenter au public avec différents niveaux de lecture ces niveaux de biodiversité. Et puis parmi les partenaires nombreux, un qui est très proche de nous, qui est l'abbaye de Noirlac. Il se trouve que l'abbaye avait travaillé avec un audio-naturaliste qui s'appelle Fernand Desroussel, qui avait fait des enregistrements pendant 2 ans sur le bocage de Noirlac et sur Virlet, des sons de la nature. Et notre collaboration a consisté à avoir à notre disposition ces enregistrements qui deviennent donc une banque de ressources au même titre qu'un inventaire de biodiversité, de faune ou de flore. Et nos élèves avaient en charge d'utiliser ces sons, notamment des chants d'oiseaux, pour faire découvrir au public ces chants d'oiseaux. 5 ans plus tard, en 2020, au cours des vacances apprenantes, notre collaboration s'est encore étoffée avec l'abbaye de Noirlac. Et là, l'abbaye propose pour les vacances apprenantes d'utiliser ces sons à l'aide d'un compositeur qui s'appelle Jean-Christophe Désert. Et ce compositeur utilise comme base de travail ces sons collectés par Fernand Desroussel et propose aux élèves de faire des compositions sonores avec ces sons. Et donc, ces travaux permettent de mettre en évidence un investissement croissant de nos élèves sur plusieurs générations, puisque ça fait maintenant presque 10 ans qu'on travaille sur ces projets-là, et une collecte qui est un peu perpétuelle de nouveaux acteurs.
Merci beaucoup Véronique Ranty, et vous pouvez retrouver là aussi l'épisode complet Les Sciences Autrement sur les sons du bocage et retrouver ces lycéens, il y a quelques collégiens aussi, qui pendant l'été apprenant ont créé des matières sonores. Et puis dès qu'on ne sera plus confiné, ou pour ceux qui habitent autour de Saint-Amand, n'hésitez pas à aller voir ces panneaux, à scanner. Je crois qu'il y a aussi des écoles primaires qui participent pour faire des audio guides, entre guillemets, des QR codes où on puisse avoir les contenus accessibles pour les personnes handicapées ou avec une déficience. Alors, et tout de suite, on revient à des actions scolaires. C'est avec Jean-François Hortemann, directeur d'une école à Vendôme, que l'on va découvrir Confi-Science, le salon des sciences du Vendemois autrement. Un rendez-vous qui a lieu déjà depuis longtemps, mais qui là en 2020 a dû s'adapter, toutes les classes, tous les élèves ne pouvant se retrouver et le public non plus pendant ces quelques jours du printemps. Jean-François Hortemann, à vous. Je suis Jean-François Hortemann, je suis enseignant. Il y a 25 ans, on a développé un projet sur Vendôme qui s'appelle le Salon des Sciences. Bon, c'était dans l'effervescence de la main à la pâte. Bon, après avoir sommeillé pendant 20 ans, on l'a réactivé il y a 4 ans. Et c'est un projet qui n'a eu de cesse pendant ces 4 ans d'évoluer, de s'adapter en continu. C'est pour ça que plus qu'un projet, en fait, c'est un peu notre slogan, c'est une dynamique de la connaissance. Bon, maintenant, on peut dire qu'à ce jour, il est fort d'un groupe de pilotage d'une dizaine de personnes, c'est-à-dire qu'on co-construit, on adapte, on évolue et on essaye de faire participer, d'ouvrir au maximum aux établissements, mais maintenant plus largement au public. Il fédère à peu près 50 établissements, de la primaire à l'université, puisque l'INSPE concourt en fait aux ateliers, le lycée agricole concourt aux ateliers et le lycée Ronsard participe. Alors c'est vrai que l'an dernier, nous avons eu un gros couac. On avait prévu de faire le salon en 3 temps, en 3 actes. Un acte sur l'astronomie, un autre acte sur le développement durable et l'environnement, et l'autre acte étant un petit peu à l'essence même du Salon des Sciences, c'est-à-dire ce sont des investigations longues, toutes sciences confondues, et où les élèves présentent leurs recherches, leurs investigations dans un amphi auprès d'autres élèves et auprès des chercheurs qui viennent les soutenir. On a pu faire l'acte 1, et tout de suite après, rideau, 1er mars, on est tombé en confinement. On avait démarré avec quelques collègues les projets, les investigations, donc il a fallu qu'on trouve des solutions pour continuer à vivre et pour que le salon reste vivant. Et c'est là qu'on a monté des petites conférences sous forme de films, qu'on a proposé des anciennes investigations sous forme de défis qui s'appellent les Confi-Sciences. Il y en a 7 qui sont en ligne, et des défis sciences-famille, où les élèves qu'on interpellait concouraient à travailler avec les familles pour présenter leurs projets. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu anticiper, et c'est vrai que dès l'été, on s'est dit on va mettre toutes ces ressources sur un site, un blog, qui s'appelle Confi-Science 41, et qui est un site de ressources où on va retrouver les Confi-Sciences, où on va retrouver des conférences des parrains d'il y a 25 ans, mais les parrains à venir aussi, qui sont sur le programme, et où il y a aussi des défis sciences en famille, et en même temps, les investigations, là où elles en sont, les points d'étape en 2021. Je vous invite à visiter le blog Confi-Science 41 pour y trouver tout ça. Et en même temps, on communique sur le projet 2021 au fur et à mesure qu'il se passe. Salon des Sciences, c'est avant tout un réseau d'associations, de partenaires financiers qui nous aident un petit peu,
et d'autres partenaires plus institutionnels, dont Centre Sciences et la ville de Vendôme et le territoire vendômois, etc. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-François Horteman. Alors, pour rappel, le Salon des Sciences Confi-Sciences, c'est en ce moment, il y a une conférence publique ce jeudi soir, 18h45 je crois, mais surtout allez sur Ecosciences, vérifiez, checker, ou bien sur le Confi-Sciences 41 blog, et vous retrouvez toutes les informations. Conférence de Roland Lehoucq sur la physique. Roland Lehoucq qui fait partie des médiateurs bien connus pour à la fois trouver des angles d'approche originaux, intéressants, mais parler vraiment de sciences dures. Alors, nous avons un dernier séjour. Cette fois-ci, on repart dans le 37. On va retrouver l'atelier Canopée Indre-et-Loire, l'atelier Canopée Tours. Et c'est Hélène Mention qui est en charge de la médiation sur les ressources et les services qui va nous parler de Canotech. En fait, des ressources extrêmement importantes, disponibles non seulement pour les enseignants, mais aussi pour des acteurs culturels, pour des acteurs associatifs qui peuvent nous permettre de monter des jeux, des escape games, de se former, enfin, de développer des projets. Hélène Mention, c'est à vous et l'on se retrouve dans 3 minutes et demie à la fin de ce dernier témoignage pour la clôture de cette séquence. À tout de suite. Eh bien, bonjour, donc je suis Hélène Mention, je suis médiatrice au sein de l'atelier Canopée de Tours. Alors, Canopée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le réseau de création et d'accompagnement pédagogique qui est sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, à Canopée, nous proposons des ressources pédagogiques transmédia, des formations pédagogiques innovantes et des accompagnements de projets, ainsi que des outils innovants à visée pédagogique, éducative ou culturelle. Nous sommes au service de la communauté éducative, des collectivités, des structures culturelles, scientifiques et médico-sociales, et aussi des structures d'accueil de jeunes publics. Alors, Réseau Canopée, en fait, est implanté partout en France. Il y a 100 ateliers qui sont des espaces pédagogiques de proximité où tout le monde peut venir nous rencontrer. À l'atelier, nous formons, nous accompagnons en présentiel ou à distance les professeurs, les éducateurs, les formateurs, les animateurs et aussi tous les autres professionnels qui interviennent dans le champ de l'éducation et de l'enfance pour les aider à innover dans leurs missions éducatives et culturelles. Alors, en tant que réseau d'innovation pédagogique, eh bien, depuis mars 2020 et la situation de confinement, afin de concrétiser fortement cette innovation, l'ensemble de nos médiateurs a œuvré à la mise en place d'une plateforme dédiée aux enseignants, mais aussi à tous ceux qui mènent des projets pédagogiques pour les aider au quotidien. Alors, c'est une plateforme qui s'appelle Canotech, C-A-N-O-T-E-C-H, et en fait, elle propose de nombreux webinaires sur des thématiques pédagogiques et numériques, avec des tutoriels, des interviews d'experts et puis des captations de conférences et d'événements pédagogiques. Voilà, alors cette plateforme, eh bien, elle a permis, entre le premier confinement et la dernière rentrée, à plus de 100 000 enseignants de se former. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle va devenir pérenne. Alors, encouragés par ce succès, nous, notre objectif, c'est de continuer à former et à outiller les porteurs de projets pédagogiques, éducatifs et culturels, en leur proposant des formations innovantes qui sont basées sur la créativité et le co-design, en proposant aussi l'organisation d'événements qui sont basés sur ces techniques, comme des hackathons, qui sont des marathons créatifs pour impulser des projets, et aussi en vous accompagnant dans vos projets, en vous aidant par exemple à créer des escape games pédagogiques ou en vous proposant l'utilisation d'outils numériques innovants comme des jeux de pistes numériques, des jeux de pistes qui vous permettent de valoriser pédagogiquement des travaux de recherche, des parcours d'exposition, des parcours dans des musées, des animations de médiathèques ou même encore des parcours de visite en extérieur grâce à notre application qui s'appelle Pégase Lab.
Et puis enfin, eh bien, nous sommes aussi à vos côtés pour vous apporter via notre site internet et puis nos espaces physiques des ressources et des outils pour travailler sur des grands thèmes, à savoir art, culture et patrimoine, sciences et esprit critique, éducation et société, et puis tout ce qui a trait à l'information, aux médias, à l'audiovisuel et aux réseaux sociaux notamment. Voilà, un grand merci Hélène Mention. Donc c'était l'atelier Canopée 37, donc sur Tours. Pour rappel, hein, au cours de ces journées, un certain nombre des témoins, dont vous avez eu ici un extrait pitché sous forme d'interview de ce qu'ils ont fait, développé, donc vous les retrouverez. En l'occurrence, par exemple, Hélène Mention fera partie des intervenants de la table ronde de jeudi matin autour des ressources en ligne, de la médiation que l'on peut développer à ce propos. De même, Nicolas Charles du BRGM, qui a évoqué la question de la formation, de la préparation des scientifiques, eh bien, il sera présent demain après-midi pour la nouvelle donne de la culture scientifique. Alors, les après-midi, c'est de 15h à 16h30. Les matinées, c'est de 10h à 11h30. Sauf ce matin où effectivement on a commencé un peu plus tôt avec l'ouverture et eh bien nous terminons un tout petit peu plus tard. C'était prévu pour 11h40. Il est bientôt midi. Nous allons donc devoir rendre l'antenne. Avant cela, un mot. Le chat qui vous permet de communiquer. Vous pouvez l'utiliser pendant tous les directs. On s'efforcera d'y répondre avec une grande rapidité. Le petit outil Wootlap, donc pour rappel que vous pouvez télécharger un lecteur QR code où vous tapez le code sur un navigateur qui vous permet de participer à des sondages. Alors, ce sera le cas notamment cet après-midi puisqu'on se retrouve à 15h avec la question de la montée en compétences de formation. Comment s'outiller? Il y avait justement une question à ce propos ce matin. Est-ce que tous ces savoir-faire qu'on a développés, est-ce que l'on va pouvoir finalement les mobiliser, les utiliser pour développer de nouveaux types d'actions, peut-être pour aller toucher de nouveaux types de publics, des publics éloignés par exemple. Donc cet après-midi à 15h jusqu'à 16h, la table ronde qui nous permettra de focuser sur 3 acteurs de la formation, en l'occurrence au sein des collectivités, des musées, mais avec le CNFPT, des offres de formation importantes. C'est très instructive, avec des visites apprenantes. Avec le secteur universitaire, nous aurons Evelyne Bois et Olivier Richard. Olivier Richard, qui est un enseignant-chercheur dans le domaine des neurosciences. Et là, c'est tout le parcours et l'aventure, finalement, qu'ils pourront nous présenter. Comment, au travers de participation à la Maison pour la Science, ils en sont aujourd'hui à créer presque une recherche pédagogique pour essayer de voir comment enseigner au mieux, comment outiller au mieux à la médiation, notamment les étudiants ou les enseignants. Et enfin, on retrouvera 2 acteurs du secteur associatif, oserais-je dire, avec Claire Warin de Arborescience et puis Sylvie Fortin, qui est responsable de la formation à l'IUT de Tours. Pendant longtemps, depuis 30 ans, la région a été l'une des rares à disposer d'une formation universitaire à la médiation scientifique. Aujourd'hui, c'est une licence médiation scientifique éducation à l'environnement, d'où sortent chaque année une vingtaine de jeunes qui notamment peuvent participer auprès de Centre Sciences lors de la coordination de la fête de la science. Alors, à 16h, après ce focus, ça poursuit, c'est la même dans la continuité du lien URL. Ce sera avec Noémie Nozac-Villain, qu'on est très content d'accueillir, puisqu'elle est en charge de l'école de la médiation, un dispositif créé il y a déjà quelques années dans le cadre des investissements d'avenir, avec différents partenaires, dont Universcience, l'un de nos grands frères ou de nos grandes sœurs, si on parle de structure parisienne. Eh bien, l'école de la médiation qui nous reviendra sur un travail collectif vers un référentiel des métiers. Finalement, médiateur, qu'est-ce que c'est? Quelle corde on a à son arc? Énormément, semble-t-il, si on écoute bien ce que nous disait ce matin David Giron. Et c'est tout cela que l'on pourra retrouver. En attendant, vu l'heure, je vous souhaite un bon appétit. Et pour ceux qui sont disponibles, retrouvons-nous à 15h. Montez en compétences, pourquoi pas moi? Il n'y a pas d'âge pour apprendre. À tout à l'heure. Merci.